À l'académie Qingtang se déroule sa cérémonie habituelle de réveil. La première fille qui est montée sur le devant de la scène pour toucher la pierre a réveillé un talent de premier ordre et elle avait l'air absolument déçue. Les autres étudiants ne sont pas non plus impressionnés, mais parmi les étudiants se trouve notre animateur, John Han, qui s'inquiète du talent qu'il va réveiller. À ce moment-là, la petite amie de Han, Xiaomi, est appelée au front pour toucher la pierre. En touchant la pierre, elle libère une lumière vive qui attire l'attention de tous plus que sa vue arrière insensée. Quand tout fut réglé, elle contracta un esprit de rang, la lance d'argent tachée de sang, l'esprit immortel des fées. Les étudiants sont époustouflés par cela car cela fait si longtemps qu'un esprit de classe ne s'est pas manifesté à l'académie Qingtang. Pour le rendre encore meilleur, il a deux caractéristiques. Et comme un mec a déjà éveillé le lien spirituel de rang plus tôt, les étudiants pensent que fusionner avec Xiaomi les rendrait imparables. Cependant, l'un des étudiants a corrigé son ami en lui rappelant que Xiaomi a déjà un petit ami. Ils n'ont même pas fini d'en discuter lorsque Mei s'approche de Han pour commettre l'impensable. Sans hésiter, elle rompt avec Han en lui disant qu'ils ne sont plus au même niveau. Elle le pousse de côté, lui disant de ne plus revenir vers elle à l'avenir, laissant finalement Han embarrassé. Han reste sans voix, mais en même temps, il n'est pas du tout inquiet car il n'est plus le simplet qui lèche toujours les jambes de Mei juste parce qu'il voulait qu'ils soient ensemble. Il s'avère que Mei n'a jamais respecté Han au cours de leur soi-disant relation. Étonnamment, Han est également entré dans ce monde et après son croisement, tout est devenu différent pour lui. Les autres étudiants masculins se lancent également dans la mêlée, insultant Han, l'exhortant à ne jamais s'approcher de Mei s'il ne veut pas recevoir une bonne leçon. Han leur demande avec colère pourquoi ils agissent de manière stupide alors qu'il peut réellement éveiller un esprit de rang au cours de son propre processus d'éveil. Cependant, ils ne perdent pas de temps à se moquer de lui, lui disant qu'il n'a aucune chance d'éveiller un esprit de rang. Même Mei ne perd pas de temps à se jeter sur lui et pendant qu'ils sont tous occupés à se moquer de lui, Han est appelé au front. Avec la colère en lui, il se dirige vers l'avant pour toucher la pierre. En touchant la grosse pierre, il n'y a aucune réaction et ses ennemis se moquent déjà de lui. Mais il lui dit qu'il n'est qu'un déchet parce qu'il n'a même pas pu éveiller quoi que ce soit, sans parler d'un esprit de rang. Les autres étudiants félicitent Mei de ne pas rester avec un perdant comme Han, lui disant qu'elle a un bon œil. Soudain, une onde de choc massive frappe la pierre et une lumière brillante et écrasante s'ensuit. L'aura qui s'en dégage arrache presque la peau de leur corps alors qu'ils se demandent quel genre d'esprit il est sur le point d'éveiller. Ils commencent à faire leurs hypothèses, mais ils ont tous tort car à la fin, Han éveille le talent du contrat spirituel triple qui est un éveil divin. Mei est immédiatement paralysée d'incrédulité parce qu'elle n'en croit pas ses yeux. L'éveil d'un maître de contrat spirituel de rang SSS n'arrive qu'une fois tous les 100 ans et elle ne s'attendait pas à ce que Han ait réveillé le contrat le plus rare de tous. Même les étudiants qui regardent en sont sous le choc car ils n'ont jamais cru que Han avait la plus grande chance de tous. Fondamentalement, Han se situe désormais au-dessus de tout puisque les maîtres de rang SSS sont connus pour être eux-mêmes des réécrivains d'histoire. En fait, le dernier maître de contrat spirituel de rang SS a inversé à lui seul le cours de la guerre entre les humains et la horde d'insectes, aidant l'humanité à prendre pied pour survivre. Apparemment, l'humanité aurait remporté une victoire totale si ce type n'était pas décédé trop tôt. Han n'a même pas quitté la scène lorsque les filles commencent à courir sans vergogne vers lui, le pressant de les choisir comme contrat spirituel. On exhorte même Han à la choisir car elle a beaucoup de tenues de cosplay chez elle qu'elle peut porter tous les jours pour avoir un look différent pour Han. Cependant, Han dit froidement à toutes les filles de ne pas le presser car il n'est pas encore prêt à prendre sa décision. Han s'éloigne d'eux parce qu'il sait qu'ils ne feront que retarder sa progression. Han sort ensuite la fenêtre d'état pour vérifier ses statistiques et ses capacités. Ses capacités vont de la perspicacité divine à l'observation et à une grande harmonie avec la voix céleste. La perspicacité divine lui permet de percevoir toutes les informations des contrats spirituels et de ramener les contrats spirituels divins à leur état d'origine. Le trait d'observation double ses attributs de contrats spirituels et la grande harmonie de la voix céleste garantit qu'il n'a pas de limite sur le nombre de contrats spirituels qu'il peut conclure. Il ne faut même pas longtemps avant que Mei s'approche de Han pour lui suggérer de se remettre ensemble parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il réveille un talent aussi incroyable. Utilisant son habileté, il observe les traits de Mei et se rend compte qu'il est capable de tout voir grâce à la perspicacité divine. Quand Mei se rend compte qu'il est muet, elle commence à lui offrir des baisers et tout, mais Han la rejette sans hésitation. Han décide alors de se promener avec l'intention d'utiliser sa perspicacité divine pour trouver des contrats spirituels appropriés. Les filles l'entourent, le pressant de les choisir tout en se moquant de la beauté de l'académie, Xiao Yuwei, pour avoir éveillé un esprit trash de rang E. Les autres filles sont presque sûres qu'elle est fichue car personne ne choisirait quelqu'un qui n'a pas réussi la cérémonie d'évaluation. Les larmes coulent sur son visage alors qu'elle se demande pourquoi elle reçoit le traitement injuste qu'elle subit simplement parce qu'elle a réveillé un contrat spirituel de rang E. Elle ferme les yeux de frustration et s'en va avec agacement, mais elle finit par tomber sur Han. Han l'attrape avant qu'elle ne tombe et il s'excuse de l'avoir rencontrée.
mais elle lui assure que tout va bien. Han vérifie ensuite ses statistiques et se rend compte qu'elle a véritablement éveillé un talent de rang E. Mais il y a quelque chose de différent là-dedans. Il s'agit d'un talent de rang et appelé Fuchishin, qui est l'un des 10 anciens artefacts divins. Han est choqué de voir cela car il sait que son talent d'éveil divin peut aider le talent de rang et à atteindre son potentiel. Yue remarque qu'il est silencieux et elle lui demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. Han la choque alors en révélant qu'il aimerait qu'elle soit son contrat spirituel. Yue est stupéfaite lorsqu'elle entend cela et même les autres filles ne veulent pas en croire leurs oreilles. Ils commencent à lui demander pourquoi il signerait un contrat avec quelqu'un qui est considéré comme inutile. Avant que les filles ne puissent se révolter, le directeur Chen Guangpu entre. Il dit à Han qu'il comprend qu'il pourrait aimer Yue parce qu'elle est belle, mais il lui dit que conclure un contrat avec un esprit n'est pas quelque chose à faire de manière imprudente. Chen fait savoir à Han qu'il est l'avenir du continent et qu'il a pour mission de vaincre la horde d'insectes afin de récupérer les terres perdues pour l'humanité. Yue est d'accord avec le directeur, disant à Han que son talent n'est pas digne du sien. À ce moment-là, le gardien de Deep Blue City, Zhao Hu, qui est également le parrain de Mei, apparaît. Yu s'approche de Han, l'accusant d'avoir intimidé sa filleule avec son talent de rang SSS. Yu menace Han en lui disant de faire attention car s'il décide de lui rendre la vie difficile, il ne pourra pas s'en sortir. Mei sourit en arrière-plan, disant à Han de s'excuser et de conclure rapidement un contrat avec elle. Cependant, Han la regarde d'un air dégoûtant, lui demandant si elle en vaut la peine. Cela énerve Yu, et juste au moment où il est sur le point de gifler Han, Chen attrape son bras, l'arrêtant. Chen exhorte Yu à ne pas agir de manière impulsive, car Han est un talent écrasant et il a déjà signalé son talent au supérieur. Yu dit alors qu'il est prêt à pardonner à Han, mais il doit conclure un contrat avec Yue. Au fond, Yu attend que Han lui désobéisse pour pouvoir le détruire. Sans hésitation, Han leur dit qu'il est prêt à conclure un contrat avec Yue car personne ne changerait d'avis à ce sujet. Han tient alors la main de Yue en lui disant de le suivre afin qu'ils puissent conclure un contrat ensemble. Yue s'excuse de lui avoir causé des ennuis, mais il lui assure qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter car elle en vaut la peine. Han active immédiatement sa compétence alors qu'il est sur le point de conclure le contrat, ce qui laisse échapper une lumière massive qui submerge tout. Cela finit par être un succès et Han reçoit un instrument de musique qui est l'ancienne arme divine en forme d'épée, Fuchishin. Han est complètement époustouflé par ce qu'il regarde, car le contrat d'âme se compose de compositions d'attaque et de soutien, qui sont fondamentalement une compétence sans faiblesse. Après le processus d'éveil, Yue est sous le choc car elle est passée du rang E au rang SSS. Elle court dans les bras de Han, le remerciant d'avoir changé sa vie. D'un autre côté, Mei se plaint à Yu, lui disant qu'il doit la dédommager parce que Han l'a humiliée. Yu dit à Mei avec confiance qu'elle n'a rien à craindre car il a déjà contracté avec un esprit de rang E, donc son talent est automatiquement ruiné. Il assure à Mei qu'il va continuer à se rendre la vie difficile en ville. Il lui dit alors qu'il a déjà tout arrangé pour l'évaluation du contrat spirituel qui aurait lieu le lendemain. Il se vante de sa puissance dans la ville, disant à Mei qu'il est fondamentalement un dieu. Mei remercie Yu pour son aide, mais le mec lui dit qu'elle doit le rembourser d'une manière ou d'une autre. Mei suggère alors qu'il se dirige vers leur endroit habituel en promettant de le rembourser sur place. Yu accepte rapidement cela, lui disant qu'il a hâte qu'ils passent un bon moment ensemble. Quelques heures plus tard, des informations négatives sur Han ont fait surface en ligne. Le rapport parle uniquement du fait qu'il a contracté avec un esprit de bas rang par désir. Apparemment, tout cela est dû à l'infrastructure que Yu a mise en place pour punir Han. Quand Mei voit cela, elle augmente même l'intensité du plaisir qu'elle s'amuse avec Yu pour le récompenser davantage. Cela l'excite encore plus et il promet à Mei que ce n'est que le début des problèmes de Han car une fois l'évaluation commencée, il va lui montrer ce qu'est la vraie cruauté. Le lendemain, Han et Yue ont tous les yeux rivés sur eux à la cafétéria puisqu'ils forment le couple le plus populaire de la ville. Ils parlent de Han disant qu'il a fondamentalement ruiné sa carrière en contractant avec un esprit de bas rang. Mei peut entendre tout ce dont il parle et elle s'excuse pour tout ce que Han traverse. Mais Han lui dit de ne pas s'excuser. Il lui tapote la tête, lui rappelant qu'elle est la plus belle de l'école et qu'elle devrait donc avoir un peu confiance en elle. Il lui rappelle également de manger beaucoup pour qu'elle ne prenne pas de retard lors de l'évaluation du maître du contrat spirituel. Yue le reconnaît et il l'exhorte à ignorer les ennemis afin qu'il puisse leur montrer plus tard de quoi elle est vraiment capable. Ils sont occupés à savourer leur repas lorsqu'un gamin grossier, Wang Lumao, arrive pour le gâcher. Han le regarde d'un air dégoûtant avant de lui demander qui il est et il répond avec confiance qu'il est le nouvel entrepreneur spirituel de Mei. Han crache sa nourriture pour montrer son dégoût quand il entend cela et Yue s'évanouit presque à force de rire aux éclats. Lumao crie après Han comme un troll lui demandant pourquoi il rit et Han répond qu'il n'a pensé qu'à quelque chose de drôle. Mei apparaît alors, attrapant la main de Lumao, lui disant de ne pas s'abaisser au niveau de Han parce qu'il n'est qu'un déchet qui est volontairement tombé en disgrâce. Puisque l'évaluation est sur le point de commencer, elle suggère qu'il parte, et Lumao menace Han, lui disant d'attendre ce qu'il s'apprête à lui faire. Quelques instants plus tard, ils arrivent à l'arène où sont rassemblés les étudiants. L'hôte sort pour accueillir tout le monde à l'exercice d'évaluation.
Il explique que le test comporte différents niveaux de difficulté pour chaque étape et que le simple fait de réussir une étape est déjà considéré comme une réussite. Pour commencer l'exercice, Mei et Lu Mao sont accueillis sur scène. Les deux marchent avec confiance vers la scène et la porte de l'arène s'ouvre bientôt pour dévoiler un insecte papillon noir qui a un niveau de difficulté de test numéro 7. Au moment où l'exercice commence, Mei se transforme en lance et Lu Mao l'attrape pour attaquer l'insecte. Lu Mao saute dans les airs et se jette sur l'insecte en lui délivrant un puissant coup qui le fait tomber au sol. Cependant, il ne s'arrête pas là puisqu'il saute à nouveau vers l'insecte et lui transperce le corps avec une force écrasante. Les étudiants sont impressionnés lorsqu'ils voient à quel point un maître de contrat d'esprit de talent de rang est puissant. Pendant ce temps, les chefs de district surveillent le bilan en coulisses. L'un d'eux, Wei Qing, qui est le chef du premier district, n'est pas entièrement impressionné car il pense que Lu Mao lutte toujours contre le monstre. Lin Jingxuan, qui est le chef du deuxième district, est d'accord avec son homologue, disant que Mei aurait dû tirer sur le monstre, mais elle a quand même lutté, ce qui signifie qu'elle est 20% plus faible que les esprits de rang normal. L'un dit que Mei manquait probablement d'autodiscipline dans son style de vie, ce qui a conduit à une fuite d'énergie spirituelle. Yu est également dans la pièce et il sait évidemment qu'ils ont raison, mais il ne peut rien dire même si son visage coupable dit tout. De retour dans l'arène, l'animateur félicite Mei et les Mao pour avoir réussi le test. Il s'avère que les deux ont battu le précédent record de l'académie, qui battait un niveau de difficulté de niveau 6. Les étudiants sont tous impressionnés par cela et ne perdent pas de temps à se moquer de Han et Yue en disant qu'ils aimeraient voir leur performance honteuse. À ce moment-là, l'examinateur invite Yue et Han sur scène, et lorsque la porte de l'arène s'ouvre, il rencontre 10 insectes papillons noirs de niveau 1. Han est choqué d'entendre cela, et même Yue n'en croit pas ses yeux. Même si les bugs sont des monstres de niveau 1, ils sont toujours au nombre de 10. Il s'agit donc essentiellement d'un test de niveau 10. Même les étudiants sont surpris que Han subisse un test plus difficile, mais ils s'en moquent car ils veulent juste qu'il souffre pour avoir contracté avec un esprit de rang E. L'examinateur dit à Han que puisqu'il est de rang SSS, il devrait faire face à 10 fois plus de difficultés que les autres. Il s'avère que Yu avait pris des dispositions avec l'examinateur pour lui dire de rendre la vie difficile à Han afin qu'il ne réussisse pas l'évaluation. Même si l'examinateur se sent mal à propos de tout cela, il n'a pas le choix et il reproche à Han de s'être trompé de personne. N'ayant rien à faire, Han n'a d'autre choix que d'affronter le monstre effrayant qui se tient devant lui. Même avec le nombre de monstres qu'il doit affronter, Han n'a pas du tout peur. Il dit à Yue de se transformer pour qu'il puisse engager le monstre, et au moment où elle se transforme en arme musicale, il tire sur les monstres assez facilement. Les étudiants sont sous le choc car il est complètement incroyable que Han, qui a contracté un esprit de rang E, ait facilement éliminé les monstres comme s'ils n'étaient rien. Ceux qui pensaient qu'ils étaient meilleurs que Yue ne savent même pas quoi croire à ce stade. Même l'examinateur est complètement abasourdi, le laissant se demander qui est Han. Les chefs de district se lèvent et regardent leur écran choqués. Wei est totalement embarrassé parce que pendant son temps libre, il lui a fallu 30 secondes pour tuer autant de fourmis que Han vient de le faire. Mais Han l'a fait en gros en 1 seconde. Lin convient que Han est fort, mais il s'inquiète du fait que la difficulté de l'évaluation a augmenté par rapport à l'habituel. Yu intervient rapidement en révélant que la difficulté a été temporairement augmentée par les gardiens de Deep Blue City parce qu'ils veulent tester les capacités de Han. Au fond, Yu est énervé que Han ait pu passer son premier test sans accroc, et il le compare à un putain de cafard. Wei en revanche ne s'inquiète pas de la difficulté du test car c'était la même chose à l'époque. Le vieil homme présent dans la pièce ordonne alors de poursuivre l'évaluation car il aimerait voir les limites de Han. La deuxième phase démarre alors et 20 fourmis se déchaînent dans l'arène. Tout comme avant, Han exploite la puissance musicale de Yue et élimine facilement les monstres. Han déclare avec confiance que les monstres ne sont rien pour lui et qu'il en veut plus. Les étudiants rugissent de colère, criant après Han, disant qu'il est trop arrogant. Voyant à quel point Han est impressionnant, Wei déclare immédiatement que Han sera dans son district. Cependant, Yeshu du 3e district se dispute avec lui disant qu'il serait préférable que Han rejoigne son district, où Han pourrait grandir au lieu du 1er district, qui est essentiellement un escadron de la mort. Wei se tourne immédiatement vers Ye, lui demandant s'il essaie de lui arracher Han. Ye répond en disant à Wei que sa belle-sœur n'est pas là pour le moment, donc il n'a pas peur de lui. Pendant que les deux sont occupés à se disputer, le chef du 4e district, Shinjeki, intervient, leur disant qu'il serait préférable que Han soit avec lui parce que son district se concentre sur l'exploration des reliques. Les deux se retournent et crient après le mec, lui disant de se perdre. Le vieil homme qui est leur professeur finit par intervenir, criant après les gamins ennuyeux, leur disant d'arrêter de se disputer. Le vieil homme demande alors à Lin ce qu'il pense de l'ensemble de l'évaluation, et Lin suggère d'augmenter encore plus la difficulté car il semble que le niveau actuel soit trop facile pour Han. Le vieil homme accepte cela, et au moment où Yu entend cela, il sourit, croyant que Han est foutu.
À ce moment-là, l'examinateur informe tout le monde que le supérieur a ordonné d'élever la difficulté au plus haut niveau. Anne affrontera désormais 10 lézards blindés géants de 2e niveau et 10 oiseaux tonnerres de 2e niveau. Lorsque les étudiants entendent cela, ils sont complètement submergés de peur car ils pensent que ce test est trop difficile à gérer pour Anne. Anne, de son côté, n'est même pas inquiet car il dit à tout le monde que le défi est trop faible pour lui. Lumao Aimé se moque de lui parce qu'il est arrogant, croyant qu'il est sur le point d'être battu. Anne prépare son arme et libère des chevaliers en armure pour affronter les bêtes. Les chevaliers se précipitent vers les bêtes, abattant les lézards, tandis que les oiseaux fournissent une couverture d'attaque à longue portée à leur père. Cela retient les chevaliers, et quand Anne se rend compte que ses chevaliers sont retenus, il passe à l'action. Il déclenche un chant révolutionnaire et saute vers les oiseaux, brisant leur défense d'un seul coup. Les spectateurs ouvrent la bouche sous le choc car il est inouï qu'un maître spirituel sous contrat de 1er niveau abat un essaim de bêtes de 2e niveau comme si elle n'était rien. Ils se demandent encore comment Anne a fait lorsqu'il a déclenché une autre frappe qui a anéanti les bêtes. Les spectateurs regardent avec admiration car ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un étudiant encore plus effrayant que les monstres eux-mêmes de nos jours. Ils commencent à se demander quelle quantité de puissance le mec cache dans son réservoir car à ce stade, il a terminé le niveau de difficulté 3. Les chefs de district ont tous quitté leur siège car ils n'en reviennent pas de l'immense talent en leur présence. Lin dit que les compétences musicales de Anne sont insondables et que sa vitesse d'amplification est au moins 10 fois supérieure à la vitesse normale, ce qui est totalement inconnu. Le vieil homme ne veut pas croire que Yue n'est qu'un esprit de rang E et il fait appel à son assistant Afu. Puisqu'Afu a le pouvoir d'identifier le rang des esprits sous contrat, il veut qu'il vérifie le rang de Yue. Afu répond subtilement qu'il a déjà vérifié et révèle que la situation de Yue est similaire à celle d'une autre dame nommée Lingzhen. Le vieux maître est choqué quand il entend cela car cela signifie essentiellement que la pierre l'a identifiée comme étant de rang E, mais son talent dit le contraire. Fondamentalement, elle est devenue si puissante parce qu'elle a conclu un contrat avec Anne et Afu dit au vieil homme que c'est la conclusion. Le vieux maître est dépassé et il dit à Afu qu'il est impératif que Lingzhen rencontre Anne si tel est le cas. Le vieux maître demande alors à Afu s'il se souvient du talent spirituel sous contrat de rang et de Lingzhen, et il répond qu'il s'agit du chaudron de Shenong. De retour dans l'arène, Anne dit à l'examinateur qu'il aimerait continuer l'évaluation, et l'homme lui demande s'il est sûr de ce qu'il dit. Anne assure à l'homme qu'il n'est pas fou, et l'examinateur accepte sa décision car il pense que Anne n'est qu'un jeune enthousiaste. Anne est ensuite mis à niveau au niveau de difficulté 4 et déterminé à voir quelles sont ses limites, il élimine les monstres. En un rien de temps, il passe à la 5e difficulté et petit à petit, il progresse jusqu'au 9e tour. Lorsqu'il est arrivé chez l'examinateur, celui-ci a été stupéfait et il a suggéré à Anne d'arrêter, mais Anne a refusé, disant qu'il aimerait défier le 10e niveau. L'examinateur lui crie dessus en lui demandant s'il est fou car depuis le début de l'évaluation, personne n'a jamais réussi à défier le niveau de difficulté 10. Les étudiants sont également convaincus que Anne n'a pas la force de relever un niveau de difficulté 10 puisqu'il vient de se réveiller. Le niveau 10 est le dernier niveau et celui-ci mettra en vedette une véritable bête de 3e rang qui pourrait conduire à sa mort s'il insiste sur le fait qu'il veut continuer. À l'époque, même Wei et ses collègues n'ont contesté le système d'évaluation que jusqu'au niveau 9. Même à l'époque, c'était un nouveau record en 100 ans. Lee imagine déjà Anne dans son quartier, mais Wei est prêt à battre quiconque veut lui éloigner Anne. Il s'avère que Lin a enfin vu à quel point Anne est talentueux et il est prêt à combattre Wei pour la signature de Anne. Dans l'arène, l'examinateur dit à Anne qu'il ne l'arrêtera pas s'il pense qu'il peut encore défier le 10e niveau, mais il lui assure qu'il ne pourra pas gagner dans son état actuel. Anne s'assoit alors, disant à l'examinateur de lui laisser un peu de temps pour récupérer avant de recommencer. L'examinateur l'informe immédiatement que selon les règles, il n'a pas plus de 5 minutes pour se reposer. Mais Anne l'interrompt en disant qu'il n'a besoin que du temps d'une chanson. Il commence à jouer une mélodie qui active immédiatement une récupération rapide qui libère une magie de guérison. Les spectateurs ne croient pas ce qu'ils regardent parce que Anne récupère essentiellement son énergie perdue, ce qui signifie que l'esprit avec lequel il a contracté est un esprit polyvalent. C'est alors qu'ils comprennent enfin que l'esprit contracté est assez terrifiant. Dans les coulisses, Lin et Wei sont prêts à démolir tout le bâtiment pour découvrir qui va s'emparer de Anne. Les deux sont au milieu de leur confrontation lorsque le chef du district 5, Liu Jingchun, exprime également son intérêt pour Anne. Il affirme que le taux de mortalité des entrepreneurs spirituels sur le champ de bataille diminuera d'au moins 30% si Anne vient dans son district, mais les deux lui crient dessus en même temps, lui disant que cela n'est pas possible. Leur maître est obligé de revenir pour calmer la situation. Il explique que les 8 grands districts ont chacun leur propre responsabilité. En gros, le premier district excelle dans les batailles décisives, le deuxième district excelle en stratégie, le troisième district agrandit les territoires, le quatrième district explore et cherche la vérité, le cinquième district sauve des vies, le sixième district garde, passe les clés, le septième district traverse les océans et le huitième district reste dans les coulisses. Le vieil homme explique que les 8 districts sont essentiellement les piliers qui maintiennent Daxia en place.
Le vieil homme avoue qu'il a toujours voulu former un 9e arrondissement, mais qu'il n'a jamais vraiment franchi le pas. Au moment où ses disciples entendent cela, ils se rendent compte que leur maître envisage déjà de former un 9e district avec Anne comme chef, mais la grande question est de savoir si Anne est à la hauteur de la tâche. Pour le test d'évaluation finale de Anne, qui est le niveau de difficulté 10, il va affronter une bête zerg à flamme rouge de 3e niveau. L'examinateur dit à Anne qu'à partir du 10e niveau, on considère qu'il a réussi le test s'il était capable de survivre à l'attaque de la bête pendant 3 minutes. Le zerg déclenche une énorme vague de chaleur de son corps qui rôtit presque les spectateurs eux-mêmes pour montrer à quel point il est puissant. Lorsque la canicule s'apaise, les spectateurs sont surpris de voir Anne debout, sans bouger d'un pouce. Ils s'attendent à ce que Anne s'enfuit maintenant parce que les zergs ne sont pas des bêtes avec lesquelles il faut jouer. Anne se tourne vers Yue, lui demandant si elle est prête pour la bataille et elle lui assure qu'elle le soutiendra quelle que soit la décision qu'il prendra. Anne fait alors son mouvement, se précipitant vers la bête avec une aura écrasante déclarant qu'il n'est pas là seulement pour survivre. Son avance est immédiatement repoussée par l'attaque boule de feu de la bête. Anne bondit en arrière pour éviter de se faire rôtir par la bête folle. Anne se calme alors et commence à jouer une mélodie pour déclencher une attaque de vent. Un vent fort se lève immédiatement, secouant toute l'arène au point que même les spectateurs perdent presque leurs vêtements. Anne attaque la bête avec la puissance écrasante du vent et cela le déchire. Tout le monde regarde, sous le choc, les zergs se transformer en poussière sous leurs yeux. Ils ne veulent pas croire que Anne a réellement réussi le test parce qu'il vient d'établir un record qui ne sera peut-être plus jamais battu. Lumo et Mei meurent presque de colère parce que ce qui se passe est la moindre chose qu'ils s'attendent à voir. Mei est énervé que Anne ait fini par leur voler la vedette. Dans l'arène, Anne aurait pu passer, mais parce qu'il s'est trop poussé, il s'est évanoui. Lorsqu'il ouvre les yeux, il se retrouve dans l'espace de test et l'un se tient devant lui. Avant que Anne ne commence à paniquer, il se présente en lui disant qu'il est là pour lui poser quelques questions. Anne demande quelles questions il souhaite poser et l'un lui demande quel camp, selon lui, gagnera entre l'humanité et les zergs. Anne répond que les zergs pourraient gagner mais qu'en même temps, l'humanité ne va pas perdre. Ling est impressionné par sa réponse et il lui demande qu'en tant que maître de contrat qu'il est, il veut savoir pourquoi il se bat. Anne répond qu'il se bat pour empêcher les zergs de ravager leur patrie afin que les gens puissent vivre en paix et dans la prospérité. Il ajoute qu'il souhaite que le drapeau de Daxia flotte sur tout leur territoire pour redonner leur gloire d'antan. Après avoir entendu cela, le vieux maître apparaît sur la scène en applaudissant Anne. Il ne perd pas de temps à demander à Anne de devenir son disciple et Lin présente son maître sous le nom de Li Shutong. Anne est choqué quand il entend cela car il connaît la famille Li puisqu'elle est la famille la plus puissante de Daxia. Apparemment, il y a 100 ans, les 3 principaux empereurs zergs ont décidé d'unir leurs forces pour tenter d'anéantir Daxia. Et ils ont presque réussi. Mais à ce moment-là, Shutong combattit à lui seul les 3 empereurs zergs, les tuant et sauvant Daxia. En se souvenant de cela, Anne devient encore plus intéressée à devenir le disciple du vieil homme, lui demandant s'il peut vraiment devenir son disciple. Shutong lui assure qu'il peut le faire s'il le souhaite et Anne s'incline devant lui, offrant ses salutations à son nouveau maître. Shutong le félicite, lui disant qu'il correspond plus à son goût que les autres. Il tapote l'épaule de Anne, lui disant qu'il n'a pas grand chose à lui donner puisque c'est leur première rencontre. Cependant, il va lui donner une bague fabriquée à partir des os d'un empereur zerg de 9e rang qu'il a tué à l'époque. Shutong révèle qu'il contient un espace de stockage et Anne en est totalement époustouflée. Rien qu'en regardant l'anneau, il peut voir qu'il contient une aura écrasante. Cela l'amène à se demander à quel point l'empereur du 9e stade était puissant avant sa mort, car ses os à eux seuls détiennent autant de pouvoir. Shutong dit à Anne que l'anneau peut intimider les zergs de niveau inférieur, mais que contre des zergs plus forts, il deviendra plus agressif. Shutong lui dit qu'il peut choisir de ne pas le porter régulièrement s'il est inquiet. Anne assure à Shutong qu'il le portera toujours car c'est un gage de son maître. Shutong éclate de rire en entendant cela, disant aux autres qu'il aime l'esprit de Anne. Il profite de l'occasion pour dunk sur les autres disciples en les traitant de lâches. C'est pourquoi ils ont trop peur pour porter la bague quand il leur propose. Shutong suggère qu'il dépasse les discussions insignifiantes et il dit à Anne qu'il est presque sûr que lui et Yue sont déjà épuisés après avoir terminé l'évaluation. Shutong admet qu'il est de bonne humeur ce jour-là. Il est donc prêt à les emmener prendre un gros repas. Quelques instants plus tard, ils arrivent dans un restaurant appelé Deep Blue Hot Pot. Lorsqu'ils s'installent, Shutong dit à Anne que ses aînés les rejoindront très bientôt car il les a également invités. Peu de temps après, ils commencent à arriver et se présentent à Anne en commençant par Lin jusqu'à Lou. Anne se lève et présente ses humbles salutations à ses aînés mais ils lui font savoir qu'il n'a pas besoin d'être aussi formel car ils forment une famille. Il dit à Anne qu'ils n'ont pas tous pu venir, révélant que le 6e frère garde actuellement la frontière et ne peut pas partir. Le 7e frère est également à l'étranger, il ne pourra donc peut-être pas le rencontrer entre temps. Ils sont sur le point de parler du 8e frère lorsque le diable lui-même apparaît dans la pièce.
Étonnamment, le mec laisse seulement tomber sa carte de contact pour Anne, lui disant de le contacter s'il a besoin d'aide, mais lui dit qu'il n'a qu'une seule chance. Anne est abasourdie, et il mentionne que le 8e frère a une personnalité vraiment étrange. L'un sort des cadeaux envoyés par les autres, disant à Anne qu'il s'agit de techniques d'arts martiaux, de robes de combat et d'autres objets utiles. Il passe un bon moment jusqu'à ce qu'une grosse dame laide se précipite dans la pièce, provoquant un chahut. Il s'avère que la vilaine dame est la tante de Yue et elle crie après Yue, l'accusant de se faufiler dehors pour passer un bon moment alors qu'elle mangeait toujours chez elle avant de se réveiller. Yue essaie de dire à la dame que ce n'est pas ce qu'elle pense, mais elle tend la main vers Yue prête à la gifler pour lui avoir répondu. Cependant, Anne lui attrape le bras et la dame reconnaît immédiatement Anne comme le mec qui a conclu un contrat avec Yue. Elle parle grossièrement à Anne disant qu'il a trompé Yue pour qu'il conclue un contrat avec lui. Anne lui demande froidement ce qu'elle veut et elle commence à japper, expliquant que c'est elle qui a élevé Yue toutes ces années, elle mérite donc une sorte de compensation. Yue crie immédiatement après la femme, lui disant de retenir ses manigances. La dame dit alors à Yue qu'elle ne devrait pas penser qu'elle est une sorte de gros bonnet parce qu'elle a réussi le test d'évaluation. La dame commence à se vanter, disant à Yue que son oncle est du 4e district et si elle continue de lui crier dessus, elle va le contacter pour s'assurer que Yue ne reste pas dans le cercle du maître du contrat spirituel. Shen entend cela et essaie de parler à la dame, mais elle le fait taire. Elle se tourne ensuite vers Shutong, lui demandant s'il est le grand-père de Han, le traitant de vieux bonhomme. Elle dit ensuite à Shutong que s'ils veulent Yue, ils vont lui donner de l'or, une dot, une maison et une voiture, tout étant à son nom. Elle mentionne qu'ils ont des parents dans les 3e, 4e et 5e zones de combat et que s'ils ne lui donnent pas ce qu'elle veut, ils vont le regretter. Shutong se fracasse la main sur la table, réprimandant ses disciples pour avoir attendu d'entendre le gros l'insulter. Il leur ordonne d'appeler leurs districts respectifs et le groupe saisit immédiatement leur téléphone pour les contacter. La dame suppose qu'ils appellent des gardes ou quelque chose comme ça et elle ajoute qu'elle a beaucoup de relations. À ce moment-là, son téléphone sonne et lorsqu'elle décroche, il s'avère que c'est son oncle. Avant même qu'elle puisse dire quoi que ce soit, l'homme lui crie dessus au téléphone pour lui demander si elle essaie de les faire tous tuer. Le mec lui dit de ne plus jamais la contacter en lui disant que c'est fini. Pendant que l'homme est occupé à lui crier dessus au téléphone, Shutong se moque d'elle en croyant qu'elle a des relations. Avant de raccrocher, il lui conseille de ne pas embêter Anne et Yue si elle apprécie sa petite vie. La femme brise et laisse tomber son téléphone sous le choc, se demandant ce qui vient de lui arriver, et les assistants du restaurant se présentent pour dire à la femme de ne pas causer de problème. Elle essaie de rejeter la faute sur Shutong et les autres, affirmant que ce sont eux qui l'intimident. Voyant qu'elle ne va pas coopérer, ils sont obligés de la traîner hors du restaurant. Yue s'incline devant Shutong, lui présentant ses plus sincères excuses, affirmant qu'elle est la cause de tout ce qui s'est passé. Cependant, Shutong lui dit de ne pas se blâmer car tout cela se produit parce qu'elle a perdu ses parents. Shutong lui dit alors qu'à partir de ce moment, elle et Han sont devenus sa famille, tout comme leurs aînés. En fait, il lui fait savoir qu'elle n'a pas besoin de retourner chez sa tante, lui disant qu'elle peut rester chez lui. Les larmes aux yeux, elle remercie le vieil homme pour son geste et Shutong exhorte les deux à manger à leur faim. Il commence à parler de la façon dont les plats sont préparés et Anne profite de l'occasion pour lui demander où est sa place. Il lui dit que chacun a son propre chemin et qu'il ne peut pas prédire son chemin. Alors qu'il continue de manger, Anne demande à Shutong pourquoi les épouses du frère aîné ne les ont pas encore rejoints. À ce moment-là, Lin lui demande si lui et Yue sont devenus intimes, mais il lui fait savoir qu'ils n'ont rien fait de tel. Lin explique qu'après être devenu intime, un maître spirituel peut acquérir un certain degré de capacité de réplication, et même si cette capacité est plus faible, elle est très utile. Il explique que les compagnons spirituels ont deux formes, une forme matérielle et une forme humaine. La forme matérielle est celle où Yue se transforme en instrument de musique, et sa forme humaine est celle où elle est normale. Apparemment, les épouses âgées sont actuellement sous leur forme humaine, occupant les postes de leurs maris qui ne sont pas là. Anne est choquée de découvrir que les maîtres spirituels et les compagnons spirituels peuvent se battre seuls ou séparément et Yue intervient, lui disant qu'ils doivent d'abord devenir intimes. Lin demande alors à Han si Yue Wei est vraiment un esprit de rang E. Et Han dit oui, mais révèle qu'il a une capacité spéciale qui a éveillé sa divinité. Après cela, elle a pu devenir un esprit de rang SSS. Lorsque les frères entendent cela, ils sont totalement époustouflés car c'est la première fois qu'ils entendent parler d'une telle capacité. Han dit qu'il ne devrait pas penser qu'il a choisi son compagnon spirituel au hasard, mais il n'est pas assez stupide pour avoir fait cela. En raison de son talent, il leur fait savoir qu'il n'hésiterait pas à fusionner avec un compagnon spirituel doté de divinité, même si leur rang est bas. Han sait qu'outre le Fushichin, il existe encore 9 autres artefacts parmi les 10 principaux artefacts divins anciens. Shutong dit alors à Han de ne dire à personne d'autre que ce qu'il peut faire. Il demande ensuite à Lin de définir les informations de Han et Yue au plus haut niveau de confidentialité pour s'assurer que personne ne puisse y accéder. Après cela, les frères donnent à Shutong des rapports sur la façon dont ils se portent dans leur district et ils les félicitent, leur disant qu'ils ont bien fait. Le groupe finit par trinquer au succès du pays avant de terminer la soirée. Plus tard dans la nuit, Shutong conduit Yue et Han chez lui où ils vont séjourner.
En entrant dans l'immense maison, les deux sont complètement dépassés et Han dit qu'il ne s'attendait pas à ce que Shutong ait une maison à Deep Blue City. Shutong révèle que la ville est la ville natale de sa femme et Han lui pose immédiatement des questions sur sa femme. L'humeur de Shutong se dégrade lorsqu'il entend cela et il révèle que sa femme est morte au combat. Il mentionne que tout le monde ne se souvient de lui que pour avoir inversé le cours de la guerre, mais personne ne se souvient de sa femme. Shutong admet qu'il n'est rien sans elle et voyant la sincérité et l'émotion dans sa voix, les deux deviennent tristes. Han s'excuse d'avoir élevé sa femme, le rendant ainsi triste. Shutong dit alors à Han d'être gentil avec Yue parce qu'elle est son autre moitié et pas seulement un outil. Han remercie Shutong pour ses conseils, promettant qu'il prendra bien soin de Yue. Il demande ensuite à Shutong de lui donner le nom de sa femme, lui assurant que tant qu'une personne s'en souviendra, elle ne sera jamais oubliée du monde. Shutong félicite Han en disant qu'il est totalement différent des autres et qu'il aime ça. Il lui dit ensuite que le nom de sa femme est Ling Mei. Apparemment, lors de la bataille contre les empereurs Zerg, il n'en a tué qu'un, mais c'est sa femme qui s'est battue jusqu'à son dernier souffle pour tuer les deux autres. Shutong dit qu'elle aurait reçu l'honneur de sauver le pays si elle était encore en vie plutôt que lui. Shutong les exhorte alors à trouver une chambre pour se reposer car il se fait déjà tard. Plus tard, Shutong part regarder la lune avec une photo de sa femme à côté de lui. Han et Yue arrivent bientôt, lui disant qu'ils sont prêts à l'accompagner maintenant que personne n'est là pour le faire. Shutong est impressionné par cela et il dit à Han que le voir lui rappelle et Yue ensemble lui rappelle sa femme. Il libère son aura, disant à Han qu'il aura besoin de force s'il veut protéger ceux qu'il aime. Pour cette raison, il fait savoir à Han qu'il va lui apprendre l'art martial dans lequel il est le plus compétent. Shutong prend une profonde inspiration avant de lancer un coup de poing qui abat l'arbre devant lui. Il révèle que ce qu'il vient de montrer est l'art martial appelé le poing aux 8 serrures. Il révèle qu'il possède 8 mèches correspondant à 8 points cachés du corps humain. Une fois les 8 cadenas déverrouillés, on va dépasser leurs limites. À ce moment-là, Han montre ce que Shutong vient de faire, laissant le vieil homme complètement sous le choc. Shutong ne veut pas en croire ses yeux parce que cela a pris 6 mois à Wei pour apprendre et Han l'a fait après l'avoir regardé une fois. Han révèle avec confiance qu'il a trouvé la position des serrures par instinct. Puisque Han se révèle être un génie, Shutong n'hésite pas à le frapper au sol. Han tombe au sol de douleur et il s'avère que Shutong a fait cela intentionnellement parce qu'il cherche à réprimer son arrogance même s'il est un génie. Shutong est soulagé en disant que ça fait du bien de donner une bonne leçon au génie. Shutong ne laisse pas Han partir alors qu'il continue de le frapper au nom de son entraînement. Avant que Han ne s'en rende compte, sa tête a enflé comme s'il avait été attaqué par un essaim d'abeilles. Le lendemain, à l'académie, Yue demande à Han si son visage lui fait toujours mal, et il répond qu'il a cessé de lui faire mal. En fait, cela ne le dérange pas car il sait que son maître ne fait que jouer avec lui. Les deux s'occupent de leurs affaires jusqu'à ce que Lu Mao décide de défier Han. Lui et son laquais commencent à dire des conneries sur lui et Yue est confus au sujet de toute la situation. Mais Han l'exhorte à ne pas s'inquiéter parce que Lu Mao et ses gars ne sont qu'une bande de mouches arrogantes. Han et Yue se dirigent ensuite vers le bureau du directeur où ils apprennent qu'une sorte de mauvaise nouvelle les attend. Le directeur dit aux deux que selon les ordres d'en haut, ils ont été affectés à la ville de Deep Blue pour rejoindre l'organisation des gardiens afin de gérer les tâches de première ligne depuis le bas. Le directeur leur montre l'avis, leur disant qu'ils doivent se présenter immédiatement. Han est surpris lorsqu'il apprend qu'ils ont été déployés sur les lignes de front. Le directeur soupire de déception, affirmant que la décision pourrait être un gaspillage de son talent, mais qu'il ne peut rien faire car elle vient d'en haut. Cependant, Han lui fait savoir qu'il n'a pas besoin de s'en vouloir car il accepte la décision. Han pense que c'est le chemin que son maître lui dit et qu'il doit parcourir seul. Après avoir quitté le bureau du directeur, les Mao continue ses remarques agaçantes. Han n'est plus impressionné par ses remarques trash et les Mao remarquent sa réaction. Lu Mao menace de battre Han, lui disant que lui et Mei se sont amusés ensemble, donc il est plus fort que la veille. Han court vers lui et les deux finissent par se frapper. Cela laisse une vague qui traverse la pièce, mais lorsque tout s'installe, les nerfs de la main de Lu Mao ont été écrasés. Il tend la main de douleur criant pour sa maman, mais Han ne s'arrête pas là. Il le frappe au visage, l'envoyant au sol avec certaines dents manquantes dans sa vilaine bouche. Han attrape alors sa compagne, lui disant qu'il est temps pour eux de partir, lui faisant savoir que le mec méritait réellement ce qu'il avait. Yue lui demande où ils vont et il lui dit qu'ils vont se présenter à leur prochaine station. Peu de temps après, ils arrivent au poste de gardien et se dirigent vers le comptoir jusqu'au préposé. Le mec suppose qu'ils sont des clients et il leur dit de faire la queue, mais Han fait savoir au mec qu'ils sont là pour rejoindre l'organisation. Le mec met immédiatement son jeu de côté quand il entend cela. Il lève les yeux et après y avoir regardé de plus près, il réalise qui sont les deux. Il rit, se moque d'eux, disant qu'il a déjà ordonné qu'ils leur rendent la vie difficile. Le mec vérifie ensuite son ordinateur et leur fait savoir qu'ils ont été affectés à l'équipe 0527 avec Han comme chef d'équipe. Dans l'organisation des gardiens, chaque ville dispose d'une première équipe chargée de superviser les autres gardiens. Les autres gardiens sont numérotés selon leur juridiction, appartenant à des équipes différentes. Le mec dit à Han et Yue où ils doivent se diriger et en entrant dans le bureau de l'équipe 0527, il le trouve complètement à l'envers.
Il y a une femme et un homme là-bas, et la dame demande grossièrement à Anne ce qu'il veut. Anne se présente alors, révélant qu'il est le nouveau capitaine de l'équipe. L'homme allongé sur le canapé éclate de rire en entendant cela, disant à Anne qu'il est encore un enfant qui ne mérite pas d'être un leader. Le mec se moque de Anne, lui disant d'aller jouer avec des jouets, et la juve le gronde, lui demandant pourquoi il dirait quelque chose comme ça. Anne est totalement déçue qu'un mec aussi trash soit membre de l'organisation, ce qui montre l'état dans lequel se trouve actuellement l'équipe 0527. Le mec se lève et s'approche de Yue en lui disant des choses affectueuses tout en lui demandant si elle est intéressée à devenir son esprit de contrat. Cela énerve Anne et il frappe le mec si fort qu'il est envoyé voler avec du sang coulant de sa bouche sale. Même s'il vient d'être jeté au sol, le mec, Yifan, ramasse simplement sa bouteille de vin pour commencer une autre ronde d'ivresse. La fille Hong Ying-wei dit alors à Yifan de s'occuper de leur nouveau chef car elle veut rentrer se reposer. Yifan dit à Ying de lui donner de l'argent pour un verre, mais elle lui claque la porte au nez en criant en disant qu'elle n'a pas d'argent. Yifan profite alors de l'occasion pour dire à Anne que l'équipe est tellement fauchée qu'elle ne peut même pas se permettre d'acheter de l'alcool, donc ce serait mauvais pour lui s'il reste. Anne dit alors à Yifan que tant qu'il est là, la chute n'est que temporaire. Yifan se dirige vers son ordinateur tout en se moquant de Anne, lui disant qu'il se surestime. Yifan lui dit de vérifier le classement, révélant qu'ils sont bons derniers dans les équipes de gardiens de la ville en ce qui concerne les points. Yifan dit qu'il ne leur reste que 2 mois pour terminer l'année et qu'à la fin de l'année, l'organisation procédera à une série de licenciements pour les équipes. Ceux qui seront licenciés seront ensuite envoyés dans le district inférieur. Il dit qu'avec leurs points actuels, il est assez évident qu'ils vont être relégués. Yifan poursuit en révélant que le district inférieur est le pire des pires. Il suggère à Anne de partir s'il ne veut pas mourir dans le district inférieur. Yifan jette sa bouteille sur Han pour lui montrer à quel point il est sérieux. Voyant cela, Anne se rend compte que Hu fait tout ce qui est en son pouvoir pour l'envoyer dans le district inférieur, mais c'est son travail de s'assurer qu'il ne réussisse pas. Yue dit à Anne qu'il vaudrait mieux qu'il parte parce que Yifan ressemble à une cause perdue. Anne dit à son compagnon qu'il n'est pas juste de fuir les problèmes car cela ne ferait que devenir un lâche et ce n'est qu'en les surmontant qu'on deviendra plus fort. De plus, rejoindre une autre équipe n'empêcherait pas Hu de s'en prendre à lui. Anne pense qu'il vaut mieux qu'il reste et transforme l'équipe en la meilleure équipe de la ville afin de pouvoir ruiner le plan de Qi. Anne se dirige ensuite vers la pièce intérieure où Ying est assis. Ying dit froidement à Anne de partir en disant qu'il n'est pas le bienvenu, mais Anne lui demande si elle est vraiment prête à s'asseoir et à attendre la mort. Anne la choque alors en l'appelant son vrai nom, Bai Shuang. B éclate immédiatement de colère et de choc, exigeant de savoir comment Anne a pu voir à travers ses mensonges. Il s'avère que Anne a pu comprendre cela grâce à ses compétences et il peut voir tout ce que Bai cache. Anne dit alors à Bai que depuis qu'il s'est présenté, il pense que ce serait bien s'il montrait une petite démonstration de ses capacités. Au fond, Anne sait que Bai veut toujours que l'équipe travaille, même si elle se montre très dure. B dit alors à Anne d'abandonner s'il pense pouvoir la faire chanter avec les informations dont il dispose. Anne tend alors les mains vers elle, lui suggérant qu'elle le rejoigne pour accomplir certaines tâches car il est presque sûr qu'elle ne veut pas être envoyée dans le district inférieur, même s'il semble que Yifan se dirige déjà dans cette direction. Anne lui assure qu'elle obtiendra la moitié des récompenses de la tâche et qu'elle doit simplement coopérer pour voir qu'il ne bluffe pas. B serre la main de Anne et elle accepte son accord parce qu'il peut voir à travers ses mensonges, ce qui signifie que Anne n'est pas un mec ordinaire. Anne dit alors à Bai qu'elle est chargée de rassembler les tâches, promettant qu'il s'en chargera. Bai révèle ensuite qu'il y a 3 tâches qui semblent appropriées pour leur équipe pour le moment, et il est libre d'y regarder de plus près. Elle lui montre les tâches sur sa tablette, et quand Anne les vérifie, il se rend compte que ce sont des tâches avec des points faibles. Il dit à Bai qu'ils ont besoin de tâches qui leur donneront des points forts afin qu'ils puissent rapidement dépasser les autres. Anne choisit alors une tâche qui les oblige à éliminer les ergs dans la tour de la ville. Le nombre de personnes recommandées pour cette tâche est de 6 à 8 personnes. B croit immédiatement qu'il est devenu fou car c'est une tâche qui est recommandée à au moins 2 équipes. Anne dit à la dame que c'est le type de tâche qui leur rapporteront des points et il accepte la tâche avant que Bai ne puisse faire quoi que ce soit. B lui dit qu'ils sont foutus s'ils échouent car ils vont perdre 10% des points de récompense des tâches en guise de pénalité. Cependant, Anne lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter car il va s'en occuper. Bai accepte avec hésitation car elle a déjà promis de travailler avec lui, mais elle est prête à récupérer le corps de Anne si la mission échoue. Pendant ce temps, l'équipe qui était censée prendre en charge la tâche des égouts est informée que la tâche a été prise et elle panique car il s'agit d'une tâche de 300. L'équipe décide de surveiller les égouts pour savoir qui a été assez courageux pour leur voler leur tâche. Quelques instants plus tard, Anne et son équipe se dirigent vers les égouts et Bai les exhorte à faire attention car il y a un risque qu'ils rencontrent un zerg de 2e niveau. Anne communique ensuite avec Yue avec des expressions faciales. Une fois que les deux sont sur la même longueur d'onde, ils se précipitent plus profondément dans les égouts, disant à Bai de les attendre.
Bay leur crie de faire attention car il y a des ergs dangereux à l'intérieur des égouts. Peu de temps après, Bay sent une vague soudaine et étrange venir de l'intérieur des égouts. Elle suppose immédiatement que les choses ont mal tourné. Elle se précipite dans leur direction avec la crainte que quelque chose ne leur soit arrivé. Au moment où elle entre dans les égouts, elle est stupéfaite de voir que Anne a tué tous les monstres. Anne lui dit avec confiance qu'elle n'a rien à craindre car tout est fait. Comme la tâche s'est plutôt bien déroulée, Anne dit à Bay de récupérer les matériaux précieux des cadavres des ergs car ils vont certainement en tirer un bon profit. Anne montre ensuite le gars au sol, disant qu'il est probablement le gardien de la ville disparu, mais il est regrettable qu'il soit déjà mort, alors elle peut simplement l'emmener avec elle. Bay est trop abasourdie pour parler parce qu'elle ne comprend pas qui est Anne pour qu'il ait pu vaincre des ergs de deuxième niveau aussi terrifiants comme si de rien n'était. Une heure plus tard, l'équipe qui souhaitait initialement s'occuper de la tâche est arrivée dans les égouts et a été sous le choc lorsqu'elle a réalisé que tout avait été réglé. L'un des membres de l'équipe dit avoir simplement observé que les monstres avaient été anéantis d'un seul coup. Cela laisse l'équipe se demander quel genre de monstre était capable d'accomplir la tâche qui l'attendait. Peu de temps après, U reçoit un rapport indiquant que l'équipe de Anne a accompli 2 tâches, ce qui porte leur point à 350. U crie après le mec lui rappelant qu'il lui a ordonné de jouer avec Anne. Le mec s'excuse pour son incompétence et avec la colère suintant de son corps, U renouvelle sa détermination à embêter Anne. U ordonne alors au mec, BEI, de lui dire aux autres équipes de prendre en charge toutes les tâches de Deep Blue City pour s'assurer qu'il n'y a plus de tâches. Ce soir-là, pendant le dîner, Shutong demande à Anne s'il a besoin d'aide pour qui, mais Anne dit non. Anne explique que les gardiens n'ont pas protégé la ville, même si c'était leur travail de le faire. Anne dit qu'il est plus préoccupé par les problèmes au sein des organisations. Et Shutong mentionne que pendant qu'il était occupé à traiter avec les ergs, l'association pourrissait de bas en haut. Shutong mentionne qu'il a besoin que l'association soit purgée de ses racines. C'est pourquoi il a choisi Anne en premier lieu. Puisque Shutong lui a donné le feu vert pour arranger les choses, Anne accepte de le faire. Anne dit alors à son maître qu'il n'a pas été capable de franchir le 8e niveau de la technique des 8 points rapides et qu'il veut des conseils. Shutong lui dit alors qu'il doit se souvenir des 4 mots entre la vie et la mort s'il veut percer. Les mots collent immédiatement à l'esprit de Anne alors qu'il commence à réfléchir à une issue. Plus tard dans la nuit, Anne était sur le point de dormir lorsque Yue s'est présenté dans sa chambre et lui a demandé de coucher avec lui. Anne est surpris et demande à Yue pourquoi elle veut dormir dans sa chambre alors qu'il y a plein d'autres pièces dans la maison. Yue mentionne que Shutong a déjà verrouillé les autres pièces et Anne convient qu'elle dort dans la pièce. Il propose de dormir par terre mais Yue refuse, lui disant qu'il doit dormir dans le lit. Même si Anne trouve ça bizarre, les deux finissent par dormir sur le même lit. Le lendemain matin, Anne se réveille hyper, suggérant qu'il trouve de nouvelles tâches pour la journée. Lorsqu'ils retournent au bureau de l'équipe, ils sont accueillis par Ifan et Bai bien élevés. Il s'avère que les deux ont entendu parler de Han et ont compris qu'il était le génie classé SS de l'académie Qingteng. Bai s'incline devant Anne pour s'excuser de la façon dont elle s'est comportée avec lui au départ, mais Anne la presse de supprimer toutes les formalités car ils sont coéquipiers. Bai dit alors à Anne qu'elle craint qu'il ne soit un déchet parmi eux, et elle est même surprise que les supérieurs l'aient envoyé dans une telle poubelle. Anne répond que les personnes médiocres sont façonnées par leur environnement, mais que c'est sa tâche de changer cet environnement. Ifan dit alors à Anne qu'il ne pourra pas se sortir facilement du pétrin car qui est une menace. Ifan dit à Anne qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer qu'il exile Anne dans la ville basse. Bai dit alors à Anne que, pour une raison quelconque, toutes les tâches de la ville ont été supprimées, n'en laissant même pas une seule. Bai demande à Anne ce qu'ils envisagent de faire car il semble qu'ils font déjà des progrès. Comme seules les tâches de Deep Blue City ont été supprimées, Anne suggère qu'ils changent de base permanente à Kangai City. Anne l'a fait et après avoir actualisé la liste des tâches, ils peuvent voir qu'il y a des tâches qu'ils peuvent entreprendre. Bai lui dit que pour effectuer des tâches hors de la ville, cela signifie qu'ils devront voyager et que les routes sont remplies de zergs. Peu de temps après, l'équipe monte dans un camion pour se diriger vers la ville de Kungai. En chemin, Yue aperçoit quelque chose d'étrange au loin et elle demande ce que c'est. Anne lui dit qu'il s'agit d'un zerg de premier rang appelé mouche des cendres mortes. C'est une espèce qui opère en essaim, et plus l'essaim est grand, plus il devient destructeur et mortel. Yifan, qui était allongé à l'arrière du camion, se lève enfin pour regarder, et il panique en apercevant un essaim de mouche au loin. L'essaim est si grand qu'il ressemble à une tornade, et Anne mentionne que la destruction de l'essaim serait désastreuse. Ifan suggère qu'il s'attaque aux mouches, mais Bai demande à Anne ce qu'il veut faire. Anne regarde de plus près et se rend compte que l'essaim semble être à la recherche d'un convoi. Bai demande s'ils doivent poursuivre le convoi pour les sauver, et Anne accepte. Il dit à Bai de se diriger vers le convoi à plein régime, et Bai tourne immédiatement la voiture vers la droite, tandis que Ifan célèbre comme s'il venait de gagner à la loterie. Ifan se cogne même la tête pendant tout cela, mais il s'en fiche. Dans le convoi se trouve une dame apparemment importante, Sheng Siting. Voyant comment les choses se sont déroulées, ces gardes sont prêts à se sacrifier pour sauver leur dame de l'essaim entrant car il n'y a aucun moyen que des renforts arrivent à temps. Le chef d'escouade informe les autres gardes via le talkie-walkie, leur disant de se préparer à se sacrifier.
Siding lui prend le téléphone, disant aux gardes qu'ils ne sont pas autorisés à abandonner jusqu'au dernier moment. Cependant, les gardes lui ont fait savoir qu'il était de leur devoir de la protéger. Les gardes déploient leur puissance de feu pour se déchaîner sur les monstres agaçants qui les poursuivent. Le véhicule arrière est bientôt pris dans la tempête et le véhicule est projeté dans les airs. L'observation est dévastée quand elle voit cela, mais le majordome lui dit qu'elle n'a pas besoin d'être triste car c'est leur honneur de la protéger. Soudain, ils entendent un bruit étrange au loin et quand ils regardent par la fenêtre, ils voient Anne abattre l'essaim avec des airs musicaux. L'observation reste abasourdie lorsqu'elle voit cela et en un rien de temps, la tempête s'est déjà dispersée. Le majordome reste sans voix car il ne savait pas d'où pouvait venir quelqu'un d'aussi puissant que Anne. Le dernier de l'essaim lâche avec colère ses dards vers le camion de Anne. Étonnamment, Ethan saute pour tanker l'attaque. Son corps est criblé de dards et il s'écrase à l'arrière du camion. Au lieu de pleurer, il rit comme un fou, disant à quel point tout cela est agréable. Anne commence à retirer les dards, disant que Ethan pourrait mourir en quelques secondes s'ils ne sont pas retirés. À ce moment-là, Anne remarque que les dards sont repoussés. Anne est confus et surpris quand il voit cela, ce qui l'incite à utiliser ses compétences pour vérifier les traits de Ethan. Anne est choqué lorsqu'il réalise que Ethan a un trait d'immortalité. Cependant, il ne sait pas ce que signifie ce trait ni comment il fonctionne. Ethan remarque la curiosité sur le visage de Anne et il lui dit de le supplier, promettant de lui dire s'il le fait. Cependant, l'ego de Anne ne le laisse pas faire ça et il se détourne, disant à Ethan qu'il s'en fiche. Après avoir voyagé pendant un certain temps, ils arrivent au premier lieu de tâche où ils trouvent un groupe de zergs volants. Yue se transforme et Anne déchaîne l'horreur sur les insectes, abattant tout un essaim de bêtes d'un seul coup. Ethan est complètement sous le choc parce que Anne n'a tiré qu'un seul coup sur un groupe de monstres comme si de rien n'était. Même Bai n'en croit pas ses yeux car Anne ne cesserait de dépasser ses attentes. Après cela, Anne et son équipe commencent à accomplir de nombreuses tâches. Et lorsque les équipes de retour chez elles voient cela, elles sont sous le choc. Ils croient qu'il s'agit d'une équipe totalement différente, mais ils se rendent vite compte qu'il s'agit de l'équipe 0527 de Deep Blue City. Les équipes de Kangai se déchaînent avec colère, affirmant que Anne et son équipe sont là pour les humilier. Les équipes d'eau passent immédiatement à l'action pour s'emparer des tâches qui s'offrent à elles. L'équipe s'est mise en colère, dans le but de terminer les tâches avant que Anne et son équipe, qu'ils appellent désormais les intimidateurs des tâches, ne leur volent tout. À un moment donné, ils décident d'assumer certaines des tâches difficiles, mais au moment où ils y arrivent, Anne a déjà éliminé les monstres. Le chef d'équipe ordonne alors à son chauffeur de faire demi-tour pour retrouver Anne et son équipe où qu'ils soient car il aimerait leur donner une grande leçon. Cependant, l'un des membres de l'équipe a attrapé son capitaine, lui disant qu'ils avaient déjà quitté la ville après avoir soumis leurs tâches. Apparemment, quelqu'un a vu leur camion quitter la ville quelques instants plus tôt, et il semble que ce mec ait raison car Anne et son peuple ont déjà disparu. Plus tard, le troisième responsable de l'association des gardiens, Xu Mingchuan, remarque que le taux d'achèvement dans la ville et dans les villes voisines a soudainement augmenté. Son assistant lui dit qu'une équipe de tyrans apparaît soudainement dans la ville et qu'ils se spécialisent dans le vol de tâches dans d'autres villes, ce qui a déclenché une réaction en chaîne. Xu dit immédiatement à son assistant de récupérer le dossier de l'équipe pour lui car il aimerait voir qui sont les intimidateurs. Quelques instants plus tard, le mec arrive avec les fichiers et Xu lui dit de reculer pendant qu'il se prépare à ouvrir les fichiers. Au moment où il ouvre le dossier, les premiers noms qu'il rencontre sont Yifan et Bai. Il est surpris lorsqu'il se rend compte que les deux dossiers sont top secrets, ce qui est vraiment inhabituel. Il ne s'attend pas à ce que le troisième dossier, celui de Hans, soit également top secret. Cependant, il est surpris lorsqu'il se rend compte que le dossier de Hans contient essentiellement son nom et le nom de son académie, sans rien d'autre. Xu est sur le point de conclure que c'était une erreur lorsqu'il reçoit un appel de l'un. Même cela seul le laisse inquiet car il ne sait pas pourquoi il recevrait un appel d'un si grand patron. Il offre toujours ses salutations lorsque Lin va droit au but, lui disant d'arrêter d'enquêter sur les dossiers qu'il a demandé car il dépasse en son niveau d'autorisation. Xu accepte de reculer mais après l'appel, il est encore plus perplexe quant à l'identité de Anne que Lin a dû l'appeler personnellement. Pendant ce temps, Anne est toujours là pour accomplir des tâches avec ses coéquipiers. Après avoir terminé la 18e tâche, Anne dit à son équipe de vérifier combien de points ils ont actuellement, car avec le nombre de tâches qu'ils ont accomplies, ils devraient déjà être classés en premier. Bai vérifie les points et dit à Anne qu'ils ont actuellement 1800 points, mais même avec cela, ils sont toujours classés derniers. Toute l'équipe est choquée d'entendre cela car cela devrait être totalement impossible. Yue demande s'il y a quelqu'un d'autre qui accomplit des tâches plus rapidement qu'eux, mais Bai pense que c'est qui leur cause à nouveau des problèmes. Anne consulte ensuite le classement et se rend compte que l'avant-dernière équipe compte toutes 2300 points, ce qui est à peine plus élevé que le leur. Cela souligne le fait que quelque chose ne va pas quelque part car il n'y a pas plus d'une douzaine d'équipes ayant toutes des talents de niveau SS. Anne dit à son équipe que ce à quoi ils assistent actuellement est une manipulation du score, et il semble que toutes les équipes se soient mises d'accord pour égaliser sur un score spécifique.
Une fois leurs tâches accomplies, les points sont distribués à une seule personne. Fondamentalement, aucune règle n'est violée de cette façon puisque les points ont été gagnés collectivement. Bai s'effondre de colère, affirmant qu'ils ont été mis en place depuis le tout début. Han dit alors à son équipe qu'ils n'ont rien à craindre car les points sont serrés, ce qui signifie qu'ils ont une chance de surpasser les équipes au-dessus d'eux. Il suggère qu'ils retournent d'abord à Deep Blue City et l'équipe est d'accord avec lui. Lorsqu'ils arrivent à la maison, Shu interroge Han sur sa mission et il révèle que les choses se sont bien passées, mais en même temps, ils n'ont pas obtenu les résultats souhaités. Cependant, Han est heureux d'avoir pu sauver une caravane marchande au cours d'une de leurs missions, donc tout n'est pas du gaspillage. Shu Tong est surpris d'entendre cela car il a déjà entendu dire par Sitting qu'elle avait été sauvée par un mec insensible, ce qui signifie qu'elle parlait de Han. Apparemment, elle dérange Shu Tong depuis lors, lui demandant comment elle peut s'éveiller afin de devenir un puissant maître spirituel sous contrat. Han est surpris d'apprendre que le vieil homme connaît Sai Ting. Shu Tong explique que le grand-père de Sai Ting est un de ses vieux amis et que la famille Shang est également l'une des 5 grandes sociétés juste derrière la technologie Kanchong. Fondamentalement, il développe des armes haut de gamme pour les maîtres spirituels sous contrat sans esprit et pour les gens ordinaires. Shu Tong dit qu'il considère Sai Ting comme sa propre petite fille et Han est choqué d'apprendre que Sai Ting est très important. Shu Tong révèle que la famille Shang a mis en place des choses pour créer un défi pour Sai Ting en espérant qu'elle reculerait, mais Han est apparu de nulle part pour contrecarrer leur plan. Han est attristé d'entendre cela, se demandant s'il avait accidentellement gâché ses bonnes intentions. Cependant, Shu Tong lui dit que tout va bien car la caravane transportait des marchandises qui lui étaient destinées en premier lieu. Ce sont des objets qu'il souhaite offrir à Han. Shu Tong ouvre la boîte pour révéler 2 élixirs. L'un est violet et l'autre vert. Han demande à quoi ils servent et Shu Tong mentionne que ce sont des élixirs qui l'aideront à passer à l'étape suivante. Han admet avoir entendu dire que les élixirs pouvaient améliorer la force, la vitesse, la réaction et la défense. Mais il s'est toujours demandé si c'était vrai. Au lieu de se poser la question, Shu Tong dit aux deux d'y aller. Han attrape le violet tandis que Yue prend le vert. Au moment où Han l'ingère, il sent une immense énergie brûler dans son corps et il admet que l'élixir est assez puissant. Yue est également submergé de nouveaux symboles, s'ajoutant à son arsenal déjà mortel. Han débloque également d'autres compétences offensives étonnantes, et quand tout s'arrange enfin, Han dit à Shu Tong que l'élixir est assez puissant car il lui a fait monter de niveau et a également aidé Yue à acquérir plus de techniques. Shu Tong félicite les deux, leur disant que leur performance ne l'a pas déçu. À ce moment-là, le téléphone de Han sonne et lorsqu'il le vérifie, il se rend compte qu'il s'agit d'un appel de Bai. Bai lui dit de vérifier rapidement la liste des tâches de la ville car une nouvelle tâche vient d'apparaître. Il s'agit d'une alerte rouge car des vagabonds ont été repérés à proximité de la ville. Ils offrent 1000 points pour cette tâche et celle-ci est fondamentalement ouverte à tous. Voyant que les vagabonds sont de niveau 3, Bayou s'inquiète de prendre la mission car un vagabond adulte est aussi dangereux que 3 maîtres de niveau 3. Han lui dit alors qu'ils vont discuter de tout en personne. Han et Yue se précipitent, disant à Shu Tong qu'ils ont une mission. Shu Tong ne peut que les regarder partir, concluant qu'il est enfin devenu un vieux. Après leur départ, Afu apparaît et dit à Shu Tong qu'ils ont trouvé Ling Zhen, mais elle insiste sur le fait qu'elle ne veut pas revenir. Shu Tong demande son emplacement et Afu révèle qu'elle se trouve actuellement dans la ville de Kangai. Plus tard, Han se regroupe avec le reste de l'équipe et Bai lui demande s'ils partent en mission ou non. Han répond qu'ils y vont parce qu'il n'y a aucun moyen qu'ils s'évanouissent dans une mission qui leur donnerait la chance de surpasser les autres en points. Bai lui fait savoir que les vagabonds sont un type de zerg dangereux car ils n'ont même aucune chance contre un mineur. Han rappelle ensuite à Bai que la mission étant une alerte rouge signifie que s'ils ne parviennent pas à éliminer le vagabond alors qu'il est encore jeune, il pourrait anéantir l'intégralité de la ville une fois qu'il aura atteint sa maturité. Han lui dit qu'ils forment une équipe de gardiens, donc ils se battent pour protéger l'humanité, pas pour accumuler des points. Yifan entend cela et taquine son capitaine en lui disant qu'il est le plus noble. Bai accepte finalement de les emmener sur le site de la mission car ils sont enthousiasmés par la mission. Sur le site de la mission, une autre équipe se trouve sur un toit et surveille toute la zone. La zone affectée est recouverte d'un voile et le chef d'équipe explique aux membres de son équipe que le voile noir qu'il regarde peut isoler toute perception, se distinguant ainsi du monde extérieur pour créer son propre royaume. Tout ce qui est affecté par le voile subira une accélération du vieillissement et de la dégradation, conduisant finalement à la destruction. L'un des membres de l'équipe demande alors au capitaine pourquoi les supérieurs envoient toujours la mission alors qu'ils sont déjà sur place. Il veut savoir si cela signifie qu'ils ne leur font pas confiance. Le chef d'équipe explique que le vagabond est très puissant et qu'il a besoin d'un grand nombre de leurres pour tirer. En entendant cela, l'équipe comprend enfin la raison pour laquelle les supérieurs ont fait ce qu'ils ont fait. Le chef d'équipe dit à son équipe de se détendre et de laisser passer le premier lot de chair à canon dans le voile. Il utilise des jumelles pour regarder au loin et il laisse échapper un sourire diabolique lorsqu'il remarque que l'équipe de Han se prépare à engager le voile. Han exhorte l'équipe à faire attention à cause du voile noir du vagabond. Bai lui demande s'il est sûr d'entrer car une fois qu'ils l'auront fait, il n'y aura plus de retour. Yifan se vante que le voile n'a aucun effet sur lui mais Han assure à son équipe que tout ira bien.
Annette le premier à entrer et ses camarades le suivent. Au moment où ils franchissent le voile, ils sont frappés par une forte présence qui indique que les insectoïdes sont actifs dans la zone. Anne exhorte son équipe à faire attention et Yue lui dit qu'elle a le fort sentiment qu'ils sont observés par une forte paire d'yeux invisibles. Soudain, ils entendent un bruit étrange au loin et avec cela vient le sentiment que leur vie leur est vidée. Bei explique que le voile a une capacité appelée privation de vie, ce qui signifie que tant qu'ils seront à l'intérieur du voile, leur énergie sera lentement drainée jusqu'à leur mort. Ifan mentionne que tout ce dont ils disposent est d'environ 30 minutes, et s'ils ne peuvent pas briser le voile noir de l'intérieur pendant ce temps, ils deviendront de la nourriture pour le vagabond. Bei lui demande s'il parle de la sphère noire au loin, et Ifan le confirme. Anne le regarde et conclut que ce qu'ils doivent faire est de détruire la sphère noire. À ce moment-là, quelque chose de bizarre apparaît sous eux, et Bai est englouti par un mur géant et spongieux. Anne explique que le vagabond ne provoque pas seulement la privation de vie, mais possède une autre compétence appelée don de vie. Anne explique que les choses qui donnent vie ne se limitent pas aux humains, mais aussi aux armes et même au sol. Puisque c'est le cas, Yue se transforme et dit à Anne qu'il est temps pour eux de tout ouvrir. Anne commence à libérer son pouvoir destructeur sur le mur spongieux, mais après tant d'efforts, le mur reste solide comme s'il ne pouvait pas du tout être abaissé. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, le mur commence à former un carré autour d'eux et Anne se rend compte qu'ils sont foutus parce que le vagabond essaie activement de les piéger. Soudain, un insecte étrange apparaît derrière Anne et pénètre presque dans son corps, mais il parvient à s'échapper. Anne panique lorsqu'il reconnaît le bug et Yue lui demande ce qui l'a rendu si énervé à propos du bug. De l'extérieur, l'équipe arrivée la première estime avoir ce qu'il faut pour mener à bien la mission quoi qu'il arrive. En fait, ils sont sûrs qu'ils pourront battre en retraite si les choses ne se passent pas comme prévu. Cependant, tout va vite vers le sud alors qu'ils se retrouvent enveloppés dans un nuage. Ils paniquent car aucun d'eux ne comprend l'étrange phénomène qui se produit. Lorsque le nuage commence à se dissiper, l'un des membres de l'équipe tape l'épaule de son capitaine, mais celui-ci l'attrape soudainement comme s'il était l'ennemi. Il s'avère que l'étrange bug que Anne a vu plus tôt s'est emparé du capitaine. Un autre bug parvient également à prendre le contrôle du pauvre membre de l'équipe. De retour à l'intérieur, il s'avère que Yifan a réussi à sauver Bai du mur mortel. Bai demande à Yifan s'il ne s'inquiète pas de ce qui peut arriver, et Yifan lui dit que ce n'est pas le cas. Bai lui fait savoir qu'elle est jalouse de la compétence qui lui permet d'agir de manière imprudente sans pouvoir mourir. Cependant, Yifan lui fait savoir que ce n'est pas un cadeau mais une malédiction, car être incapable de mourir est un autre type de punition. Yifan dit alors à Bai avec désinvolture qu'il pourrait aussi bien abandonner puisqu'ils ne peuvent pas partir. Bai est surprise d'entendre cela, et elle lui demande qui a dit qu'il ne pouvait pas partir. Yifan est confus et il demande à savoir si elle a un moyen de s'en sortir. Bai tape ensuite sur le mur et libère sa compétence qui dissout immédiatement le mur. Yifan célèbre cela parce que cela signifie essentiellement qu'ils ont une chance. Avec leur côté du mur baissé, il voit Anne à l'extérieur et Bai crie son nom. Anne fait tomber le mur devant lui et parvient à retrouver ses coéquipiers. Bai dit avec enthousiasme à Anne qu'elle vient d'utiliser ses compétences pour dissoudre le labyrinthe. Elle est encore en train de révéler cette nouvelle impressionnante lorsqu'une main de golem géante apparaît par derrière, ciblant Bai et Yifan. Anne leur crie pour les avertir, mais il est trop tard pour que les deux bougent. Juste au moment où ils sont sur le point d'être écrasés, l'habileté de Anne entre en jeu pour couper le bras. Anne saute devant les deux et leur dit de rester derrière lui. La peur les saisit lorsqu'ils voient un golem géant se tenir devant eux et alors que le golem se prépare à les engager, Anne se défend. Anne est capable de bloquer l'attaque du golem, mais cela laisse une onde de choc qui fait voler Bai et Yifan. Anne leur dit que les monstres qu'ils affrontent sont invoqués par le vagabond, ce qui signifie qu'il est impératif qu'ils détruisent le corps du vagabond le plus tôt possible. Anne se rend compte que le vagabond a fusionné avec le monde des ténèbres au moment où il a relâché le voile noir, c'est pourquoi il ne reste plus qu'une sphère noire. Anne comprend qu'en détruisant la sphère noire, ils peuvent éliminer le vagabond. Bai et Yifan disent alors à Anne de faire ce qui doit être fait, lui assurant qu'ils vont le soutenir. Le golem se précipite vers les deux et Yifan libère immédiatement sa compétence d'immortalité pour bloquer le coup de poing du golem. Cependant, il fait savoir à Anne que son immortalité ne peut prendre que 6 coups. Il doit donc trouver une solution avant que les 6 coups ne soient dépensés. Anne porte alors son attention sur la sphère et commence à mettre en place un morceau de puissance qui devrait détruire la sphère une fois. La mélodie est si puissante qu'elle rassemble beaucoup d'énergie dans l'environnement qui déchire presque Yifan. Anne lance finalement l'attaque sur la sphère et celle-ci perce, la réduisant en poussière. Yifan regarde avec admiration, déclarant la victoire. Mais Anne lui dit soudain de s'enfuir. Il se retourne pour voir Anne saigner et il a l'air inquiet. Étonnamment, un vagabond adulte est apparu en leur présence et le vagabond leur assure qu'aucun d'entre eux ne s'échappera. Yifan pisse presque dans son pantalon de peur, mais Bai apparaît derrière le vagabond et commence à parler bizarrement. Elle dit aux deux que le vagabond adulte est une surprise spéciale qu'elle leur a apportée. Bai dit qu'elle l'a déguisé en mensonge et a gardé le vagabond à ses côtés en attendant le bon moment pour le libérer et lui porter le coup final.
Anne est totalement confus et il demande à Bai pourquoi elle fait ça. Bai rit méchamment avant de révéler qu'elle veut juste tuer Ifan et Anne. Les larmes coulent de ses yeux tandis que ses globes oculaires dégagent un étrange symbole. Ifan est confus et demande immédiatement à Anne ce qu'il regarde. Anne conclut alors qu'il ne fait pas d'erreur car c'est la deuxième fois qu'il voit cela. Ifan lui demande ce qu'il veut dire par là et il explique que Bai a été parasité. Ifan est confuse et Anne lui explique que le symbole qu'ils viennent de voir chez ses pupilles est le fameux ver érodé. Apparemment, le ver érodeur est une espèce d'insecte de 4e niveau doté d'une capacité terrifiante appelée érosion cérébrale. Toute créature envahie par le ver érodé sera complètement envahie et entièrement contrôlée par le parasite. Ce n'est pas le seul problème car le ver a la capacité de se reproduire de manière asexuée et de se diviser. Dans l'histoire de la ville, une puissance 7e étoile a vu son cerveau envahir par le ver érodé et il a massacré une ville entière qu'il protégeait, laissant des destructions et des cadavres. Il a en fait fallu un effort massif et d'innombrables ressources de la part de l'organisation pour finalement le faire tomber, mais ils ont quand même subi de lourdes pertes. Anne pense que ces espèces dangereuses auraient été éliminées il y a 32 ans par le premier district. Cela l'amène à se demander comment l'espèce parasitaire reste encore active. Ifan exhorte Anne à s'enfuir, promettant de le couvrir, mais Anne lui fait savoir qu'ils ne peuvent pas s'échapper car le voile noir du vagabond adulte a absorbé le jeune vagabond nouvellement décédé, ce qui signifie que sa portée s'est élargie 10 fois. Anne assure à Ifan qu'avec leur vitesse actuelle, ils seront tués avant même d'avoir la chance d'atteindre le bord du voile noir. Cependant, Anne exhorte Ifan à lui laisser suffisamment de temps pour une seule super chanson. Anne commence immédiatement à se guérir et quand Bai voit cela, elle panique, disant au vagabond d'arrêter Anne. Le vagabond tire une explosion d'énergie depuis sa main mais le bouclier de Ifan dévie l'attaque. À ce moment-là, Bai court vers Ifan et elle lui tape sur l'épaule pour utiliser son pouvoir de mensonge sur lui. Elle lui dit que son pouvoir d'immortalité est faux. Mais au lieu de se laisser prendre à ses mensonges, Ifan lui donne un coup de tête, lui disant que si son pouvoir est faux ou non, ce n'est pas à elle de décider. Alors qu'elle tombe au sol, l'insecte émerge de la tête de Bai et se jette sur Ifan. Le bug mord Ifan, réduisant ainsi son utilisation de bouclier à 2 utilisations. Ifan attrape le bug et l'écrase avec colère. Puisque le vagabond adulte sait maintenant que son immortalité a une utilité limitée, il saute dans les airs pour déclencher une autre explosion d'énergie tout en taquinant Ifan, disant qu'il aimerait voir combien de temps il peut tenir. L'explosion d'énergie frappe à nouveau, mais Ifan est capable de la bloquer comme avant. Ifan panique et demande à Anne de combien de temps il a encore besoin. Cependant, Anne semble avoir déjà fini et il dit à Yue et Ifan de s'occuper du ver érodé pendant qu'il s'occupe du vagabond adulte. Anne déverrouille ensuite les 8 points rapides, disant au vagabond qu'il est assez impressionnant que cela l'ait forcé à utiliser toute sa force. Anne se précipite avec colère vers le vagabond dans le but de le faire disparaître. Cependant, le vagabond esquive la puissante frappe de Anne qui finit par s'écraser contre un mur, le détruisant. Le vagabond sort une épée de sa bouche admettant que Anne est plutôt fort, ce à quoi il ne s'attendait pas. Le vagabond brandit son épée sur Anne, lançant une attaque dévastatrice qui coupe tout sur son passage. Le vagabond veut voir combien de ses attaques il pourra encaisser, mais Anne bloque l'attaque avec son gant. Le vagabond est choqué lorsqu'il voit le gant sur les mains de Anne, car il reconnaît le gant comme l'une des armes qui ont tué l'un de leurs rois Zerg il y a 10 ans. Le vagabond dit à Anne que le gant appartient au fort, dont il ne fait malheureusement pas partie. Anne se jette sur le vagabond en admettant qu'il n'est peut-être pas fort, mais en même temps, le vagabond n'est pas non plus un roi Zerg. Anne délivre un coup puissant qui laisse une onde de choc qui secoue la zone. Anne continue de lancer des coups de poing sur le vagabond et certains coups, mais il parvient à en esquiver d'autres. Le vagabond dit qu'il peut clairement voir que celui qui a donné le gant à Anne a une bonne relation avec lui, ce qui signifie que si cela le tue, la dite personne serait brisée. Le vagabond passe immédiatement en mode offensif, affirmant que cette seule pensée l'excite. Anne fait bientôt une erreur et le vagabond enfonce son épée dans son épaule avant de le lancer en arrière. À ce stade, Anne réalise à quel point il est important pour lui de tuer le vagabond rapidement avant qu'il n'absorbe complètement l'énergie du jeune vagabond. Car une fois cela fait, il ne pourra plus rivaliser avec lui. Anne calme alors ses nerfs en faisant appel à tous ses sens, car il semble qu'il ait enfin atteint la situation de vie ou de mort dont parlait son maître. Anne débloque alors le 2e niveau des 8 points rapides car il se bat littéralement pour survivre et ne peut plus tarder. Anne se précipite vers le vagabond à une vitesse aveuglante et avant même de pouvoir réagir, Anne lui assène un coup de poing destructeur qui brise le corps du vagabond. Cela se transforme en petits morceaux et Anne déclare sa victoire avec confiance. Cependant, la tête du vagabond répond que Anne a tout faux parce que c'est lui qui a perdu. Anne regarde avec horreur le vagabond commencer à se réunir. Au même moment, Ifan dit à Anne que Bai est parti, mais avant qu'il puisse demander plus d'informations, le vagabond leur lance un gros rocher, leur disant que personne ne va échapper à son emprise. Ifan parvient à bloquer le rocher, mais son immortalité tombe à 0 et il dit à Anne qu'il doit courir. Anne se rend compte que Ifan ne peut plus tenir, mais soudain une main géante destructrice apparaît au-dessus du vagabond pour le détruire complètement.
L'équipe lève les yeux en se demandant ce qui vient de se passer et à leur grande surprise, il s'avère qu'ils viennent d'être sauvés par Shutong. Shutong sourit parce qu'il est arrivé juste à temps et Han pousse un soupir de soulagement en présence de son maître. Cependant, il est déjà épuisé et s'évanouit soudainement. Shutong dit alors à Yifan et Yue de ramener Han en ville car il lui reste encore du nettoyage à faire. Yifan est confus car il ne sait pas ce que Shutong entend par nettoyage et pendant qu'ils discutent, on voit la reine Bug s'échapper au loin. Plus tard, Han se réveille dans une chambre d'hôpital en criant à son maître de faire attention, totalement inconscient du fait qu'il n'est plus sur le front de bataille. Yue est à côté de lui et elle se réjouit du fait que Han soit enfin réveillé, mais Han est toujours confus. Il demande à Yue où il se trouve et Yue révèle qu'il est actuellement à l'hôpital. Yue lui explique qu'après s'être évanoui, Shutong a commencé à éliminer les insectes, mais ils n'ont pas pu localiser la reine. Ils ont donc simplement dû ramener Han pour récupérer. Han pose ensuite des questions sur Yifan et Yue soupire avant de révéler que Yifan est aux soins intensifs. Yue mentionne que ses os et ses méridiens ont été complètement brisés à cause du rocher qu'il tenait et sans son immortalité, il serait certainement mort. Même s'il n'est pas mort, ses blessures sont graves. Mais Yue lui fait savoir que son talent d'immortalité répare lentement les dégâts. Soudain, une infirmière fait irruption dans la pièce pour leur dire que Yue a disparu. Han est surpris d'entendre cela et Yue dit à Han que leur maître leur avait ordonné de traquer les vers parasites par eux-mêmes. Puisque la disparition de Bai est liée aux insectes parasites, Yue pense que Yifan a dû partir pour retrouver Bai et les insectes parasites. Han dit à Yifan que Bai est un lien important car les insectes parasites peuvent se reproduire de manière asexuée. Mais s'ils parviennent à localiser le bug principal pour le tuer, ils peuvent éliminer le reste des bugs simultanément. Han est presque sûr que Yifan a compris quelque chose. C'est pourquoi il est parti enquêter seul. Yue dit alors à Han qu'il y a autre chose et c'est le fait que l'organisation des gardiens a déduit 100 points de leur équipe. Han a demandé pourquoi ils avaient fait cela et Yue a révélé que c'était parce que Shutong était celui qui avait terminé la mission. Toutes les autres équipes ont également vu leurs points déduits parce qu'elles ont échoué à la mission. Han est énervé qu'ils risquent leur vie sur le champ de bataille, mais l'association leur tire de 6 vilains tours dans le dos. Yue ajoute que les points ne sont pas la seule chose qu'ils ont déduite car ils ont également pris le cadavre du vagabond sans rien laisser derrière eux. Il s'avère que tous les matériaux ont été ramenés dans le bâtiment de l'organisation des gardiens. Han demande si Shutong a dit quelque chose à ce sujet et Yue dit que leur maître a mentionné qu'il s'agissait d'une querelle entre eux et les gardiens, donc personne d'autre n'interviendrait. En entendant que personne n'interviendrait, Han se rend compte que leur maître leur dit secrètement qu'il les soutient. Han décide immédiatement qu'il est temps de se rendre au bâtiment de l'association pour reprendre ce qui leur appartient. Les membres de l'association passent un bon moment lorsque Han et Yue ouvrent la porte. Han crie à pleine voix, exigeant que Hu sorte. L'un des hommes de Hu taquine Han en lui demandant pourquoi il est là alors qu'il aurait pu les prévenir. Han dit au mec de dire à Hu de sortir et le mec décide d'attaquer Han. Cependant Han le renverse d'une main et il libère son aura pour montrer sa colère. Les autres paniquent parce qu'ils n'arrivent pas à croire que Han ait abattu leur collègue d'une seule gifle. Certains ont également enregistré l'altercation, menaçant de l'envoyer aux supérieurs pour leur montrer que Han ne respecte pas les règles. Le mec du début se relève et essaie d'attaquer Han avec un couteau, mais Han l'attrape comme s'il n'avait rien. Il est occupé à le jeter quand Hu apparaît enfin, disant à Han d'arrêter ce qu'il fait. Han se moque de lui, disant qu'il a enfin montré son visage d'ordure. Hu demande à Han ce qu'il veut et Han répond qu'il veut que Hu s'excuse auprès de lui et de son équipe. Mais Hu répond que Han ne fait que se tromper. Hu demande alors à ses subordonnés s'ils ont envoyé la vidéo enregistrée au quartier général. Et ils répondent oui. En fait, il a été envoyé à Su Mingxuan qui est le vice-chef du département de surveillance. Hu dit à Han avec confiance qu'il est fichu car dès que le quartier général découvrira qu'il bat les gens, il sera puni. Yue dit à Han qu'elle s'inquiète de tout cela, mais Han lui dit de ne pas s'inquiéter car avec le soutien de Shutong, rien ne leur arriverait. À ce moment-là, qui apprend que le quartier général a répondu et qui demande avec enthousiasme quelle a été la réponse. Le subordonné de Hu lui dit nerveusement que la réponse qu'ils ont reçue était qu'ils devraient gérer la situation eux-mêmes puisqu'il s'agit d'un problème interne. Même le département de supervision a été seulement impressionné par les prouesses au combat de Hans et a même demandé s'il serait prêt à les rejoindre. Hu sort son oreillette avec colère parce qu'il ne peut pas croire qu'il soit retourné à cause des ordures bureaucratiques. Han lui demande alors s'il est enfin prêt à s'excuser et Hu lui demande ce qu'il veut. Han répond qu'il a entendu dire qu'il avait pris le matériel du vagabond pour lequel lui et son équipe ont travaillé dur pour se procurer. Han dit que ce qu'il veut, c'est que Hu ouvre le coffre-fort au trésor de l'organisation et le laisse choisir jusqu'à ce qu'il soit satisfait au nom de tous les membres de son équipe. Hu affirme que cela n'est pas possible car le coffre-fort contient des objets de valeur soigneusement sélectionnés. Han est surpris que Hu rejette cela alors que tout ce qu'il peut emporter avec ses deux mains est très peu. À ce moment-là, Hu se rend compte que Han a réellement raison car le nombre d'objets que Han peut emporter est minime. Hu accepte alors l'accord mais dit à Han qu'il est le seul à être autorisé à entrer. Et quand il sortira, il sera confirmé qu'il n'a caché
chercher aucun objet de valeur en dehors de ses mains. Han accepte la condition parce qu'il a un atout, qui est l'anneau de stockage que Shutong lui a donné une fois. En entrant dans le coffre-fort, Han claque la porte et l'un des hommes lui demande s'il est sûr qu'ils ne regretteront pas la décision, qui lui fait savoir que le coffre-fort contient des dizaines de milliers d'objets et que même lui ne parvient pas à en reconnaître certains. Qui est sûr qu'une fois que Han entrera dans le coffre-fort, il s'y perdra? Qui sait avec certitude que Han ne peut même pas prendre grand chose même s'il y reconnaît le meilleur trésor? Son subordonné est d'accord avec lui en disant: est-ce tout à fait vrai? À l'intérieur, Han sort un livre d'évaluation des trésors et se rend compte qu'il y a beaucoup d'objets de valeur dans le coffre-fort. Han regarde autour de lui et montre tous les objets de valeur qui se trouvent dans la pièce. Il ne perd pas de temps à activer l'anneau pour pouvoir aspirer tout ce qui a de la valeur à l'intérieur du coffre-fort. Une heure plus tard, Yu s'inquiète déjà du fait que Han soit toujours à l'intérieur. Mais juste à ce moment-là, Han sort, les remerciant de l'avoir attendu. Yue se précipite vers lui, lui demandant comment tout s'est passé. Et Han lui assure qu'il lui dira une fois de retour à la maison. Alors que les deux partent, Yu et ses hommes sont confus car Han n'a rien pris. Yu décide d'appeler le responsable du coffre-fort pour lui demander. Le manager mentionne qu'il a pris 5 objets et Yu se réjouit déjà que 5 objets ne représentent pas grand chose lorsque le manager lui dit qu'il a tort car Han a pris 50% de tout ce qui se trouvait dans le coffre-fort. Yu perd la tête quand il entend cela et il promet qu'il ne laissera pas Han s'en tirer parce qu'il aurait dû s'en tenir à un ou deux éléments. Yu dit à son assistante de se présenter au quartier général et le mec répond qu'il l'a déjà fait mais ils les ont repoussés, laissant Yu finalement vaincu. Lorsque Han rentre chez lui, il est heureux d'avoir eu affaire à Yu et il dit à quel point il est impatient de voir si Yu essaiera à nouveau d'être arrogant. À ce moment-là, Yue arrive avec seulement une serviette et elle dit à Han de venir se coucher car il est déjà trop tard. Le visage de Han devient rouge sous le choc, demandant à la juive ce qu'elle voulait dire par là. La juive explique que depuis qu'il a été blessé la dernière fois, elle a peur de le perdre, donc à cause de cela, il ne devrait même pas penser à s'échapper. Ils sont au milieu de tout cela lorsqu'une fille en robe de nuit entre dans le salon. Yue saute rapidement du corps de Han parce qu'ils n'ont pas été informés que quelqu'un d'autre avait commencé à vivre dans la maison. Han lui demande qui elle est, et elle répond avec assurance que ce sont eux qui vivent dans la maison de son grand-père et qu'ils ne savent pas qui elle est. Han demande sous le choc s'il est la petite fille de Shutong et elle le confirme, révélant qu'elle est Ling Jin. Ling Jin dit à Han qu'elle le connaît déjà et pendant toute la conversation, Han vérifie ses statistiques pour voir qu'elle possède un artefact divin, le chaudron de Shenong. Han est choqué de découvrir qu'elle est l'un des 10 artefacts divins et il lui demande s'il est approprié qu'elle porte des vêtements de nuit dans la maison. Elle répond que c'est ce qui est le plus confortable pour elle lorsqu'elle est à la maison car rester ainsi l'aide à trouver l'inspiration pour créer. Yue lui demande ce qu'elle veut dire par là et elle révèle qu'elle est une romancière populaire. Ling Jin s'excuse alors auprès de Yue d'avoir gâché son moment mais lui demande si elle souhaite continuer. Yue hésite à répondre et Ling Jin lui dit que si elle ne le fait pas, elle pourrait simplement prendre sa position. Elle est sur le point de se précipiter vers Han lorsque Yue l'attrape, lui rappelant qu'elle vient de rencontrer Han et qu'il n'y a pas encore de lien émotionnel entre eux. Ling Jin répond que personne n'a besoin d'un lien émotionnel pour conclure un contrat. Et Yue est surpris d'entendre cela. Han confirme que Ling Jin possède la divinité et que si elle contracte avec lui, il peut utiliser ses compétences pour la réveiller une seconde fois. Cela suscite immédiatement l'enthousiasme de Ling Jin et elle cherche immédiatement sa chemise pour la déchirer afin qu'il puisse lancer le contrat. Han est confus à propos de tout cela et il lui demande ce qu'elle essaie de faire. Elle répond qu'elle essaie de lancer le contrat et Han lui demande ce que cela a à voir avec le fait de se déshabiller. Ling Jin répond que dans tous ses livres, la signature d'un contrat nécessite un contact étroit avant de pouvoir le conclure. Han soupire de frustration, disant qu'il la comprend enfin et qu'il semble qu'ils doivent la sauver. Han active ensuite le rayonnement divin pour déclencher son deuxième éveil, qui enlève ses vêtements de nuit, donnant l'impression qu'un flux chaud pénètre dans son corps. L'éveil finit par être réussi et Ling réveille son esprit de contrat de classe SSS. Il s'avère que le chaudron de Shennan peut affiner les objets jusqu'à leur véritable essence. Han est stupéfait quand il voit cela car cela signifie que le talent de Ling Jin peut extraire de l'énergie spirituelle. Cela signifie qu'il peut facilement obtenir de l'énergie spirituelle pure pour atteindre des niveaux plus élevés dans le futur. Comme son talent semble plutôt bon, Han suggère qu'il l'essaie immédiatement. Yue dit alors aux deux d'avancer pendant qu'elle va chercher de l'eau. Pendant qu'elle prend l'eau, elle commence à entendre des choses étranges de la part des deux, comme s'ils inséraient quelque chose l'un dans l'autre. Yue se précipite rapidement en arrière, seulement pour voir que les deux raffinent les matériaux et les mettent dans le chaudron. Une fois le raffinement terminé, une pilule d'énergie spirituelle est produite et Han explique qu'en la consommant, il peut augmenter son énergie spirituelle d'au moins 1%. Yue est époustouflé par cela, mais Ling Jin pousse soudainement Han au sol, lui disant que le feu en elle ne s'est pas complètement éteint. Ling Jin attrape Han et lui dit de l'aider. Han panique et exhorte Yue à l'aider, mais même Yue finit par la rejoindre. Les deux mettent au tout sur Han et finissent par passer un moment passionné ensemble. Le lendemain matin, Han se réveille totalement épuisé par ce que les deux lui ont fait. Les deux le félicitent en lui disant qu'il a vraiment fait de son mieux. Han dépasse rapidement ce stade, affirmant qu'il est temps pour eux de mener leurs affaires.
Ling lui demande de quelle affaire il parle et il révèle qu'ils doivent retrouver le Queen Bug et les membres disparus de l'équipe. Ling Zhen interroge Han sur la personne disparue et Yue montre une photo. Au moment où Ling Zhen voit la photo, elle révèle qu'elle a déjà vu Bai parce qu'elle va souvent danser dans les boîtes de nuit. Yue lui demande comment elle sait cela et révèle qu'elle va souvent dans la même discothèque et que la discothèque est la discothèque Breeze, qui est la plus grande discothèque de la ville. Han est heureux quand il entend cela car il ne s'attendait pas à ce qu'il trouve une piste aussitôt. Han sort alors une cartouche et pulvérise le contenu sur eux, leur disant qu'il est temps de se rendre à la discothèque. Les deux sont dégoûtés par l'odeur du contenu qu'il pulvérise sur eux et lui demandent ce que c'est. Han révèle qu'il s'agit d'un spray de fleurs d'aubépine auquel les insectes sont très sensibles. En fait, lorsqu'ils le sentent, ils deviennent inhabituellement irritables et deviennent même fous furieux. En arrivant au club, Han se dirige vers le barman et lui demande s'il connaît une femme nommée Bai, mais il mentionne son pseudonyme. Dès que le barman entend cela, il devient immédiatement sérieux. À leur grande surprise, le barman lève une bouteille de vin et dit à tout le monde que Han a promis de payer pour toutes les personnes présentes. La foule se déchaîne célébrant la boisson gratuite tandis que Han est totalement confus. Il demande au barman ce qui se passe et le barman révèle que la veille, un autre invité s'était présenté. Il a payé une grosse note sur les boissons puis a dit que quelqu'un le couvrirait en mentionnant par son nom pour rembourser la dette. Yue est surprise d'entendre cela et elle demande à Han de qui il s'agit. Han lui dit de ne pas trop y penser car il est presque sûr que c'est Ifan. Le barman révèle que Ifan a laissé quelque chose derrière lui et qu'il a essayé de regarder dans la boîte mais n'a pas pu l'ouvrir. Han récupère la boîte et l'ouvre facilement pour trouver une note. Dans la note, Ifan révèle que lui et son frère Yiming ont exploré avec succès une ruine voisine et qu'à leur retour, l'organisation du gardien l'a récompensé. Toute l'équipe s'est ensuite rendue au Breeze Ballroom pour célébrer. Un mois plus tard, Yiming a été réaffecté au front pour des raisons particulières et depuis lors, ils n'ont plus eu de nouvelles de lui. Le même mois, Yu, qui était capitaine adjoint, a repris les fonctions de capitaine. Il termine la note en disant que les vers parasites seront tous éliminés si la punaise royale est tuée. Ling Zhen est totalement confuse par la note et elle demande à Han ce que Ifan essaie de leur dire dans la note. Han mentionne que la division des reines a commencé en février et qu'à l'heure actuelle, il y a un total de 7 parasites. Ling Zhen comprend enfin ce que dit Han et Han les exhorte à l'attendre pendant qu'il utilise les toilettes. En entrant dans les toilettes, il passe devant un homme pour vaquer rapidement à ses affaires. Soudain, l'homme réagit à l'odeur de la fleur d'aubépine qui se trouve sur Han. Il se jette sur Han avec colère, mais Han le repousse facilement sans même bouger d'un pouce. Le mec est projeté au sol et le parasite saute hors de son corps. Han l'attrape et l'écrase avant que les deux filles ne se précipitent dans la pièce pour demander à Han quel est le problème. Han dit aux deux que le parasite avait infecté l'homme qui est le propriétaire de la salle de bal, mais qu'il s'en était déjà occupé. Comme il y a 7 parasites au total, Yue se demande où les autres ont disparu. Ling Zhen dit alors qu'il est possible que les membres de l'équipe de Yiming aient également été parasités. Han suggère alors qu'il quitte le club pour trouver de nouveaux indices, et soudain un autre mec se précipite vers Han avec une épée. Han esquive l'attaque avant de le jeter au sol. Étonnamment, il a également été parasité, mais Han détruit rapidement le parasite avant qu'il ne s'échappe. Yue reconnaît le mec au sol et dit qu'elle est l'un des laquais de WoW. C'est alors que Han réalise enfin que toutes les personnes qui ont été parasitées sont connectées à la Breeze Ballroom, à commencer par Yiming, le propriétaire de la salle de bal, et Bai. Fondamentalement, toutes les personnes touchées sont allées dans la salle de bal et elles sont toutes liées à une seule personne, qui, en même temps, Han découvre où va Ifan et ce n'est autre que la place de Yu. Yu est en train de s'amuser avec une de ses filles lorsque Yifan fait irruption dans la pièce en colère. Yifan crie après Yu, lui disant qu'il a tué Yiming et qu'il a également pris sa position tout en utilisant le virus parasite pour opprimer et supprimer les éveillés talentueux et les liens spirituels. Yifan est énervé que même après que Yu ait fait tout cela, il soit toujours libre. Yu taquine Yifan en lui disant que sa femme vient de mourir et qu'au lieu de se cacher pour réfléchir à sa vie, il sort pour le fustiger. Yifan crie après Yu, lui disant que tout ce qui s'est passé est de sa faute et qu'il est là pour régler les comptes. Yu continue de parler de trash, disant à Yifan de blâmer sa femme pour son manque de chance au lieu de le blâmer. Yu demande également à Yifan s'il n'a pas peur des renforts parce qu'il se dispute avec lui. Avant que Yifan ne s'en rende compte, les hommes de Yu apparaissent sur les lieux et Yu ordonne à ses hommes de tuer Yifan parce qu'il a ouvertement attaqué un membre clé de l'organisation des gardiens. Réalisant qu'ils sont sur le point de s'en prendre à lui, Yifan se prépare à affronter les voyous, mais Han arrive au bon moment, tirant sur tous les laquais. Yu et Yifan sont choqués de voir Han. Yifan lui demande pourquoi il est là et Yifan lui demande s'il serait encore en vie s'il ne s'était pas présenté pour le sauver. Yifan ne pouvait même rien dire parce qu'il savait que Han avait raison. Yu demande alors à Han s'il est sûr de vouloir se ranger du côté de Yifan et Han émet simplement un avertissement au laquais de Yu, leur disant de ne pas mourir pour lui car il s'agit d'une rencontre personnelle entre lui et Yu. Cependant, il refuse et décide d'attaquer Han à la place.
Depuis qu'ils ont fait leur choix, Han ne se retient pas de les tabasser les uns après les autres. Quelques instants plus tard, ils ont tous été assommés, et même Yifan est abasourdi car cela ne fait pas longtemps. Mais il semble que Han maîtrise vraiment ses arts martiaux. Ling Zhen attire rapidement l'attention de Han sur le fait que Hu tente de s'échapper, et Han le poursuit avec l'intention de le tuer. Han le frappe violemment à la poitrine, le jetant au sol. Au moment où Hu touche le sol, un insecte parasite émerge de sa tête et avant qu'il ne s'échappe, Han l'écrase. Cependant, Han n'est pas entièrement satisfait car ce n'est pas la reine des insectes. Les laquais de Hu perdent la tête lorsqu'ils réalisent que Hu est mort et ils commencent à crier après Han, lui demandant s'il a perdu la tête. Au moment où Han voit qu'il lui impute déjà la mort de Hu, il se rend compte qu'ils sont tombés dans un piège. Une heure plus tôt, une assistante était entrée dans le bureau du seigneur de la ville pour lui remettre un document à signer, seulement pour voir la reine parasite sortir de sa tête. Ce qui suit est le cri de la dame, mais personne ne l'entend. De retour chez Hu, Han dit aux membres de son équipe de partir et de retrouver Shutong car il est le seul à pouvoir les aider à résoudre la crise actuelle. Cependant, ils lui font savoir que quoi qu'il arrive, ils resteront à ses côtés. Au même moment, le seigneur de la ville, Kang Shuan, délivre un mandat d'arrêt contre Han et il laisse échapper un sourire diabolique car il ne s'attendait pas à ce que son appât soit mordu aussi rapidement. Han est sur le point d'abandonner ses amis lorsqu'un vieil homme apparaît dans le ciel à bord d'un avion étrange. Le vieil homme révèle qu'il est conscient qu'il vient de tuer un membre important de l'organisation. Il ordonne à Han de se mettre à genoux et même si Han ne le veut pas, l'aura de l'homme le jette au sol. Pendant ce temps, Shang tient une réunion avec Shutong, mais il n'est pas physiquement présent. Shang utilise l'un de ses avatars pour la réunion et lorsque Shutong lui demande de révéler ses véritables intentions, Shang refuse, disant à Shutong que son prodige a été capturé et le sera le lendemain. Shutong est sur le point de le perdre pour attaquer l'avatar jusqu'à ce qu'on lui rappelle que ce sera une perte de temps. Shutong n'a d'autre choix que de reculer, mais il fait savoir à Shang que d'autres surprises sont en route. Après le départ de Shang, Lin demande à Shutong s'il a un plan pour sauver Han, et Shutong révèle qu'il a peut-être donné trop de poids aux méchants. Il est énervé qu'il pense qu'en capturant Han, ils pensent qu'ils peuvent le contrôler alors que Han pourrait en fait être un piège qu'il leur a tendu aussi. Shutong dit à Lin que la vie est comme les échecs et il félicite Han pour avoir travaillé si dur jusqu'à présent. Dans la cellule de Han, le vieil homme lui demande s'il est enfin prêt à avouer, mais Han dit au vieil homme qu'il n'a aucun crime à avouer. L'homme le frappe à la poitrine, lui disant de se réveiller car personne ne vient le sauver, et cela inclut Shutong. Le vieil homme révèle que Han n'a que deux options, et la première est qu'il les rejoigne. Il dit qu'il ne se soucie pas de qui il est ou de ce qu'il a fait, mais il devrait les voir comme l'avenir tandis que Shutong est le passé. La deuxième option est de rester tel qu'il est et d'affronter la guillotine le lendemain. Han dit alors au vieil homme qu'il comprend enfin que le ver parasite du 4e stade a été découvert par Yiming et ramené dans la ville. Le vieil homme lui dit qu'il peut le voir de cette façon et il dit à Han que le bug n'est pas l'ennemi tant qu'il est utilisé correctement. Le vieil homme dit que cela peut même devenir l'outil le plus puissant et Han dit à l'homme qu'il comprend enfin comment choisir. Le vieil homme se rapproche pour entendre ce qu'il a à dire et Han lui dit qu'il choisit la troisième option, ce qui énerve l'homme. Le lendemain, l'exécution de Han sera télévisée pour le crime d'avoir tué un personnage important de l'organisation. Chuan est informé que tout a été mis en place et dès que le moment sera venu, l'exécution se déroulera comme prévu. Chuan demande si les amis de Han ont été arrêtés, mais l'officier dit non, révélant que le trio est rusé car ils ont dû se cacher dans la villa. Chuan ordonne aux mecs d'aller de l'avant et de retrouver les évadés, mais en même temps, Chuan craint que Han soit trop calme, ce qui signifie qu'il pourrait avoir un atout. En revanche, Han ne montre aucun signe de panique car c'est son maître qui lui a dit de tout laisser arriver. Il est convaincu que son professeur a déjà tout prévu. Les spectateurs présents pour assister à l'exécution de Han sont tous stupéfaits car ils se souviennent qu'il s'agit d'un talent de haut niveau. À ce moment-là, Chuan se présente pour s'adresser aux gens et ils sont tous choqués d'apprendre qu'il est venu en personne. Chuan dit à tout le monde que Han a tué tant de personnes et s'est même entendu pour introduire des insectes parasites dans la ville. En disant cela, il est capable d'influencer l'opinion de chacun. Et ils conviennent que Han doit mourir pour avoir commis de tels crimes. Chuan sourit parce qu'il se rend compte que tout est comme il le souhaite et il ordonne à l'officier d'exécution d'aller de l'avant. Han ne peut que regarder avec horreur la lame géante suspendue au-dessus de sa tête, prête à le décapiter à tout moment. Étonnamment, la machine ne fonctionne pas, laissant l'agent d'exécution totalement confus quant à ce qui se passe. Chuan comprend immédiatement que quelqu'un joue avec la machine et il demande à savoir de qui il s'agit. À ce moment-là, Siding sort de la foule avec ses gardes derrière elle, disant à Chuan qu'elle ne peut pas accepter sa punition parce que Han est son bienfaiteur. Chuan est énervé quand il voit cela et il demande à Siding si sa famille intervient dans l'exécution. Au même moment, les membres de l'équipe de Han surgissent sous leur capuche, disant à Chuan qu'ils ne sont pas d'accord avec sa décision. Pendant ce temps, Shang dit à Shutong qu'il a perdu la partie parce que Han est déjà à la guillotine, mais Shutong lui assure que la partie n'est pas encore terminée. Shutong dit qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions et Shang décide d'observer ce qui se passerait. Shutong reçoit alors un appel lui disant qu'ils n'ont pas réussi à savoir qui est derrière tout cela.
Cependant, il apprend qu'ils ont découvert une organisation qui est derrière tout, et cette organisation s'appelle Dawnbreak. De retour sur le terrain d'exécution, les spectateurs sont surpris que quelqu'un soit apparu de nulle part pour perturber le tout. Les gens se rendent compte que tout est devenu compliqué avec l'implication de la famille Shang. L'observation indique à tous ceux qui regardent qu'ils ont été trompés par Chuan et elle leur fait savoir que Han n'est pas un criminel parce qu'il est en fait un protecteur du peuple. Xi leur dit alors de regarder l'écran devant eux. Sur l'écran se trouve une vidéo de Han battant des monstres Zerg tout en protégeant les gens. Xi leur fait savoir que Han est patriote et qu'il est impossible que quelqu'un qui protège les gens comme lui devienne soudainement un traître. À ce moment-là, le vieil homme d'avant réapparaît sur scène et d'une voix tonitruante et écrasante, il dit à tout le monde de se taire. Il leur fait savoir qu'exécuter Han est leur mission à l'aube, donc personne n'est autorisé à intervenir. Le mec lâche une paume géante visant Han pour le tuer, mais son attaque est bloquée et il est soudainement frappé si fort qu'il est envoyé voler. L'attaque le submerge et le tue plus tard, laissant tout le monde stupéfait puisqu'ils ne savent pas qui vient de l'attaquer. Xi regarde à ses côtés et peut voir Shutong quitter les lieux. Cependant, Chuan n'est pas prêt d'accepter qu'il soit perdu. Il se jette sur Han pour le tuer, mais Han se libère car son maître a déjà agi, c'est donc à lui d'agir aussi. Han esquive facilement l'attaque de Chuan, laissant Chuan finalement abasourdi par sa vitesse incroyable. Avant qu'il ne sache ce qui se passe, Han apparaît derrière lui et lui donne un double coup à la tête, le jetant au sol. Comme prévu, la reine émerge dans sa tête et avant qu'elle ne puisse s'échapper, Han l'attrape pour l'écraser. Tout le monde est choqué quand il voit Han tuer un insecte sorti de la tête du seigneur de la ville. Han tient ensuite le virus en l'air pour expliquer à tout le monde que le virus tente de perturber l'humanité. Il leur fait savoir que tout ce qu'il fait est pour le bien de l'humanité. Les gens réalisent enfin que le seigneur de la ville avait une apparence et un comportement étrange à cause des insectes parasites. Shutong apparaît enfin, demandant à Han s'il était capable de ressentir la frontière entre la vie et la mort cette fois-ci. Han admet qu'il aime la façon dont Shutong nettoie après lui, mais il dit au vieil homme qu'il veut commencer à faire les choses par lui-même. Shutong assure à Han qu'il a bien fait parce que le bug de la reine est mort, donc les autres bugs sont également morts. Cependant, il fait savoir à Han qu'il a géré le tout d'une main de fer et qu'à cause de cela, ils n'ont pu trouver aucune trace de Dawnbreak. C'est nouveau pour Han et il demande à son maître ce qu'est Dawnbreak. L'homme lui dit qu'il s'agit d'une mystérieuse organisation qui a infiltré leurs gardiens, mais ils n'ont pas encore recueilli plus d'informations à ce sujet. Han est choqué lorsqu'il apprend qu'une organisation se cache parmi eux. À ce moment-là, Yifan se présente pour annoncer la triste nouvelle selon laquelle ils ont trouvé le corps de Bai. Il s'avère qu'au total, plus de 1000 personnes sont mortes à cause de l'invasion parasitaire. Apparemment, ils ont prévu un enterrement en mer pour les personnes touchées et comme indiqué, Bai fait partie de ceux qui reposent en mer. Alors que le cercueil de Bai s'envole, Han s'excuse de ne pas avoir pu bien la protéger. Dans une tournure surprenante des événements, le corps de Bai devient soudainement bleu et alors qu'elle ouvre les yeux, un insecte sort de sa bouche mais personne ne sait qu'elle est encore revenue à la vie. Plus tard en octobre, Shutong demande à Han si lui et ses esprits sous contrat ont atteint le niveau 3 et il dit oui. Même Ling Jen qui a rejoint plus tard a également atteint le 3e niveau. De plus, Yu Wei a réveillé de nombreuses pièces musicales supplémentaires que Han souhaite pratiquer à l'avenir. Xi sourit alors à Han, le pressant de conclure un contrat avec elle à son réveil, mais Han lui fait savoir qu'il ne forme des contrats qu'avec des esprits qui ont des attributs divins parce qu'il lui offre la plus grande aide. En entendant cela, Xi ne peut qu'espérer qu'elle se réveille avec un attribut divin. Depuis que Han a atteint le 3e niveau, Shutong lui fait savoir qu'il n'a rien d'autre à apprendre dans les villes arrières, et il lui demande s'il a des projets. Han fait savoir à son maître qu'il aimerait continuer à devenir plus fort, et en entendant cela, Shutong lui dit qu'il va contacter Wei pour organiser un avion qui emmènera Han en première ligne pour plus d'entraînement. Apparemment, le premier district est sur le point de s'engager dans la dernière bataille à grande échelle de l'année contre les espèces d'insectes, c'est donc un bon moment pour lui. Cependant, Shutong fait savoir à Han qu'il ne suit pas de programme d'entraînement, ce qui signifie que Ling Jen et Yu Wei ne l'accompagneront pas. Shutong dit à Han qu'il a de meilleurs arrangements de formation pour les filles, et Han assure à son maître qu'il est prêt à suivre tout ce qu'il dit. Pendant ce temps, sur la ligne de front, une équipe dirigée par un type, Xiaoyu, subit de lourdes pertes, et ils sont au milieu d'une dispute lorsque Han arrive dans un hélicoptère militaire. Han descend de l'hélicoptère et se dirige vers Xiaoya pour se présenter, lui disant qu'il est le nouveau soldat envoyé dans son équipe. Xiaoya est surprise que Han soit le seul là-bas sans son esprit de contrat. Xiaoya est énervé et il crie après Han, lui demandant s'il est prêt à mourir sur le champ de bataille. L'un des collègues de Xiaoya, Zhang, qui est également chef d'équipe, exhorte Xiaoya à se détendre, lui assurant que Han n'est pas un soldat doux. Il dit à son patron de jeter un œil aux nouveaux vêtements de Han, ce qui signifie qu'il vient de la ville. Cependant, cela ne fait que faire chier Xiaoya, encore plus parce qu'il pense qu'ils disent essentiellement qu'il est un dépotoir, et il a toujours connu les nobles pour causer des problèmes. Après une courte dispute sur qui va avoir Han ou non, Zhao Yu lui dit finalement de le suivre pour rencontrer le reste de l'équipe. En chemin, ils apprennent à se connaître et Zhao Yu lui fait savoir qu'il est un éveillé de niveau 4.
Quelques instants plus tard, ils arrivent là où l'équipe est stationnée et Zhao Yu lui présente Shifeng et Zhao Tian, les nouveaux membres de son équipe. Zhao Tian ne perd pas de temps à flirter avec Han, lui disant de l'aider à retirer son manteau. Après avoir fini de jouer avec lui, elle dit à Zhao Yu qu'il est possible que Han ait apporté son esprit contracté sous sa forme matérialisée. Han se présente à l'équipe et leur dit qu'il a apporté un petit cadeau pour l'équipe. Il libère l'armure de niveau 6 de son espace de stockage et la remet à l'équipe, les choquant complètement. Shifeng et Xiao Qian célèbrent comme des bébés, mais Xiao Yu dit qu'il n'a pas besoin de l'armure parce qu'il est un opérateur mécanique. Au fond, Xiao Yu se demande de quelle grande famille Han est issu. Xiao Yu part ensuite récupérer les fournitures de mission tout en disant au reste de l'équipe de commencer à se préparer. Après son départ, Han demande si le capitaine est vraiment un opérateur mech, et les deux le confirment, révélant que son esprit sous contrat se spécialise dans le combat mécanisé, lui permettant de piloter des mecs pour des batailles à longue portée. Cependant, il déteste les hauts fonctionnaires qui gaspillent leur poste. Ils ont fini de dire cela avant de se rendre compte que Han pourrait être un noble, et la dame lui présente ses excuses. Quelques instants plus tard, Xiao Yu arrive et leur dit qu'il est temps de partir en mission. En route vers le site de la mission, Han interroge le capitaine sur la nature de leur mission et il révèle qu'il s'agit d'une extermination complète. Il mentionne le clan du serpent Izanami qui se reproduit à une vitesse incroyable, ce qui permet à leur vitesse de renfort sur le champ de bataille d'être vraiment folle. Pour cette raison, les lignes de front sont dans l'impasse face aux forces d'élite du clan du serpent Izanami. Cependant, l'arrivée de Wei il y a un mois a permis de sortir de cette impasse. Wei a mené la charge seul, brisant d'anciennes barrières avec ses poings et coupant la ligne d'approvisionnement en renfort du clan du serpent Izanami, renversant ainsi le cours de la bataille. L'implication de Wei a pris les serpents au dépourvu, mais peu de temps après, 4 empereurs serpents de rang 8 se sont présentés pour l'engager dans la bataille. Ils ont fini par traîner leur combat ailleurs. Il s'avère que la mission actuelle est confiée au 2e district et qu'ils ont pour ordre de détruire les nids de serpents dans la région. Alors qu'il s'approche de la zone cible, Xiao Yu enfile son armure mécanisée et il se heurte bientôt à une mue de serpent qui les fait trembler. Xiao Yu révèle que chaque fois que le clan du serpent Izanami atteint un niveau supérieur, il perd sa peau. À ce moment-là, Han dit à l'équipe qu'il y a un danger car le clan du serpent a réussi à cacher ses œufs à l'intérieur de la mue. À ce moment-là, les œufs commencent à tomber de la mue et d'après l'analyse de Xiao Yao sur son écran d'ordinateur, il se rend compte que la mue fait plus de 6000 mètres de long et que des milliards d'œufs de serpents y sont attachés. Soudain, les œufs commencent à éclore, libérant une onde sonore et une onde de choc massive. Xiao Yu est renversé par l'onde de choc tandis que les autres se bouchent les oreilles de douleur. Étonnamment, Han saute après lui pour tenter de le sauver. Xiao Yu crie après Han, lui disant de se concentrer sur la mission et de l'ignorer, mais Han ne va évidemment pas écouter ses conneries. Il attrape Xiao Yu et sa combinaison mécanisée. Il jette Xiao Yu au sommet de la falaise et lui dit de le récupérer. Xiao Yu revient au sommet et il est complètement époustouflé par la force de Han. Les deux autres disent au capitaine que Han est probablement mort car la falaise est très haute. Xiao Yao tombe à genoux, se reprochant la mort de Han, mais la main de Han apparaît soudainement par-dessus le rebord. Il crie à l'équipe de le relever rapidement car il n'est pas encore mort. Les deux l'aident à se relever et se réjouissent du fait qu'il soit toujours en vie. Xiao Yu le réprimande, lui demandant si se suicider pour le sauver valait la peine de trop accomplir la mission. Xiao Yu lui dit qu'il ne doit pas oublier leur mission principale et Han le reconnaît en saluant le capitaine. À ce moment-là, ils se rendent compte que tous les œufs ont éclos, libérant une tonne de serpents. Xiao Yu dit à l'équipe de faire attention, mais Shifeng et Xiao Qian concluent qu'ils sont déjà morts. Les serpents sifflent après eux, les effrayant jusqu'aux os. La dame se rend compte qu'avec le nombre de serpents, ils n'ont aucune chance de s'échapper. À ce moment-là, Han lève la main et un bouclier doré émerge de son anneau. L'aura du bouclier affecte les serpents et il stoppe leur progression. En fait, les serpents s'inclinent devant l'équipe, les choquant. Han crie au capitaine de les brûler alors qu'ils sont vulnérables et le capitaine fait rapidement ce qu'on lui dit. Il laisse échapper une puissance de feu écrasante qui rôtit les serpents et après avoir terminé, il demande à Han ce qu'il a fait aux serpents. Han révèle qu'il les a seulement intimidés avec une pièce d'équipement. L'équipe admet qu'il est incroyable et Xiao Yu est obligé de demander à Han qui il est car il n'est pas comme les autres fils nobles. Han dit avec désinvolture au mec qu'il n'est qu'un éveillé de niveau 3 et qu'il n'a rien de spécial. Soudain, Xiaoya reçoit un signal de détresse sur l'écran de son ordinateur et il révèle que la mission ne se passe pas bien avec les autres équipes car peu l'ont seulement terminé. Il admet qu'ils auraient également échoué sans Han. Puisque Han a la capacité de faire s'incliner les serpents, Xiao Yu pense qu'ils ont une chance de couper les chemins des serpents pour les éliminer. Soudain, l'expression de Han change et il dit à l'équipe que s'ils ne courent pas à ce moment-là, ils seront eux-mêmes anéantis sans pitié. Il s'avère qu'un terrifiant serpent de 5e rang vient d'apparaître sur les lieux et le serpent est complètement énervé parce qu'il est le gardien du nid. Xiao Yu et les deux autres restent là, impressionnés et choqués, mais Han est déjà en train de courir. Lorsqu'il se retourne pour constater que le trio est toujours là, il leur crie dessus en leur disant de bouger. Les deux autres sont d'accord avec lui sur le fait qu'il n'y a aucun moyen de vaincre le serpent.
et ils se tournent tous pour s'enfuir. Xiaoyu reste sur place pour les couvrir et il tire une puissante explosion sur le serpent. Cela ne fait que mettre le serpent en colère lorsqu'il attrape Xiaoyu avec sa bouche, l'écrasant aux côtés de son mecha. Le serpent crache alors Xiaoyu et voir leur capitaine se faire saccager attire l'attention des deux autres. Ils sont complètement dépassés par cela, laissant au serpent le temps de se refermer sur eux. Il essaie également de les attraper avec sa bouche, mais étonnamment, un bouclier apparaît autour d'eux, bloquant l'attaque. Les deux pensaient déjà qu'ils étaient morts. Mais c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte qu'ils enfilent l'armure qui leur a été donnée par Han. Ils célèbrent encore cela lorsque le serpent libère sur eux un liquide corrosif, brûlant le bouclier, les transformant finalement en poussière noire. Han regarde avec horreur ses coéquipiers être écrasés. Juste au moment où le serpent tourne son attention vers lui, Han se prépare à engager le serpent avec tout ce qu'il a. Le serpent charge vers lui, mais il bondit en arrière à la dernière seconde pour esquiver l'attaque du serpent. Le serpent frappe le sol avec sa gueule, mais il n'est pas prêt d'abandonner. Il s'en prend à nouveau à Han, et juste au moment où Han est sur le point d'être mangé, une épée descend d'en haut, écrasant la tête du serpent. Han regarde avec horreur, se demandant qui est celui qui a tiré sur le serpent du 5e niveau comme si de rien n'était. Une superbe dame descend alors d'en haut, et réalisant que c'est la femme qui l'a sauvé, Han s'incline pour lui offrir son respect. La femme, Gong Yangjin, complimente immédiatement la beauté de Han, mais lui fait savoir qu'elle n'est pas du grand Xia. Jin dit qu'elle vient de la ville du mal extrême, également connue sous le nom de terre d'exil, comme on l'appelle communément parmi les maîtres des contrats spirituels. Han est d'abord confus lorsqu'il entend parler de terre d'exil, mais après y avoir réfléchi rapidement, il se rend compte que Jin parle du district inférieur. Han n'en croit pas ses yeux car Jin est en fait un talent de rang SSS et elle est actuellement éveillée au 8e niveau. Soudain apparaît derrière Han, lui demandant le nom de la chanson qu'il jouait car elle pouvait sentir chaque cellule de son corps amplifiée, ce qui lui donnait la force d'achever le serpent d'un seul coup. Jin dit à Han qu'elle le ramènera dans le district inférieur car il constituerait un bon soutien de combat exclusif. En entendant cela, Han recule, exhortant Jin à se détendre, mais Jin est énervé qu'un simple éveillé de niveau 3 résiste. Han lui dit qu'elle ne peut pas partir pour l'instant car sa mission n'est pas encore terminée. Jin lui demande ce qui se passerait si elle l'emmenait de force, et il tient un couteau sous son cou en disant à Jin qu'il mettrait simplement fin à ses jours à la place. Voyant à quel point il est têtu, Jin décide de demander à Han s'il veut qu'il la suive. Han peut voir que Jin l'aime et il comprend qu'il serait préférable qu'il profite de la situation pour que Jin puisse l'aider à accomplir sa mission. Han lui dit alors qu'il va l'accompagner mais à une condition, et c'est si elle l'aide à anéantir complètement l'essaim Izanami nouvellement éclos sur le champ de bataille. Jin ne perd pas de temps à accepter cela car elle s'attendait déjà à ce que Han fasse une demande stupide. Han lui montre ensuite les emplacements cibles sur la carte et elle lui assure qu'elle n'a aucun problème avec cela. Soudain, quelque chose de sombre sort de son dos, la faisant commencer à agir bizarrement. Jin crie après Han, lui disant de courir parce qu'elle est sur le point de perdre le contrôle. Han sent l'aura démoniaque et au lieu de s'enfuir, il l'attaque avec une énergie purificatrice qui dissipe l'aura démoniaque. Lorsque Jin se calme enfin, elle demande à Han si c'est lui qui l'a aidé et il lui explique que ce n'était qu'un petit effort. Han lui pose ensuite des questions sur la blessure dans son dos et elle avoue qu'elle a été blessée par un empereur insecte de niveau 9. Elle a réussi à s'échapper avec sa vie, mais le serpent l'a laissée avec ses dégâts cachés. Apparemment, ce qu'il reste dans son corps peut la forcer à se mettre dans un état meurtrier et en entendant cela, Han réalise à quel point un insecte de niveau 9 est terrifiant. Han lui demande alors s'il peut jeter un œil à sa blessure. Après avoir accusé Han d'essayer de profiter d'elle, elle finit par accepter. Han regarde de plus près et il fait savoir à Jin que la blessure est profonde, mais qu'elle est en fait traitable. Han fait alors ce qu'il fait de mieux en activant la compétence de guérison. Une bonne sensation parcourt le corps de Jin pendant que Han fait cela. Han lui dit alors que l'aura démoniaque a été suspendue mais qu'il n'a pas pu la dissiper. Han suggère alors d'essayer le chaudron. Jin est choquée lorsqu'elle réalise que Han a 2 contrats spirituels. Han brûle l'énergie du chaudron et dirige sa puissance vers le corps affecté de Jin. Tout comme avant, Jin s'évanouit presque à cause de ses sensations. Une fois que Han a terminé, il fait savoir à Jin que c'est à moitié fait et Jin lui demande s'il peut le refaire parce que c'est vraiment incroyable. Han lui dit alors qu'il a déjà utilisé toute sa capacité innée à absorber l'essence d'innombrables cadavres d'insectes pour gagner de l'énergie. Han dit à Jin que pour accomplir la même tâche, il aura besoin d'une quantité similaire de chair et de sang d'insectes. Puisque la prochaine tâche de Han est d'éradiquer le clan du serpent Izanami, Jin l'attrape et saute vers le site de la mission afin qu'il puisse le faire assez rapidement. Pendant ce temps, de retour à la gare, l'un et les autres responsables surveillent la situation sur le terrain via des drones. Ils craignent que les choses soient allées trop loin avant de découvrir les œufs de serpent, car ils n'ont pas éclos, ce qui constitue un gros problème.
Lin se rend compte que les Zerg les forcent intentionnellement à envoyer de hauts combattants sur le champ de bataille, et il ordonne immédiatement que personne ne soit envoyé sur la ligne de front entre temps. De retour sur le champ de bataille, Han et Gina arrivent à l'emplacement cible. Jin est sur le point de déchaîner l'enfer sur les serpents lorsque Han la presse de se calmer car il aimerait y aller en premier. Jin lui demande s'il en est sûr et il saute vers les serpents, assurant à Jin qu'il distingue sa gauche de sa droite. Jin est impressionné de voir à quel point Han est fou. Han descend sur les serpents et commence à les écraser sans pitié. Le drone l'attrape et ceux qui sont à la station sont choqués de voir Han seul sur le champ de bataille. Ils croient tous qu'il est mort et juste au moment où les serpents l'entourent pour prouver leur point de vue, Jin entre en prise, détruisant les serpents d'un seul coup. Jin continue de faire des ravages sur la population de serpents avec Han, la soutenant par derrière. Han est capable de libérer tout son potentiel au 3e niveau grâce au soutien de Jin par l'arrière. Han débloque un nouvel ensemble de pouvoirs lorsqu'il engage les bêtes, et il ne perd pas de temps à les libérer en tant que nouveau sujet de test. Han affiche un niveau de puissance écrasant que même Jin reste sans voix. Les gens du poste ont vite remarqué la présence de Jin et l'ont immédiatement reconnue. Il s'avère qu'elle a combattu Wei et sa femme il y a un mois, et les deux l'ont à peine repoussée. Ils pensèrent qu'elle avait quitté les lieux, mais la voir à l'écran leur fait comprendre à quel point ils se trompent. Pour aggraver les choses, elle a pris contact avec Han. Peu de temps après, Han et Jin avaient fini d'éliminer les serpents et Han dit à Jin qu'il peut désormais utiliser à nouveau la création de vitalité en absorbant les corps au sol. Une fois que tout est prêt, Han redémarre le traitement et Jin est frappé de douleur et de plaisir pendant le processus de traitement. Han remarque bientôt une épine noire logée dans la plaie et il demande à Jin s'il doit la retirer ou la laisser. Jin ne perd pas de temps pour lui dire de le retirer et Han fait ce qu'on lui dit, libérant une vague massive d'énergie démoniaque de son corps.